Je suis ravie de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. À Noël, ma belle-fille m'a envoyé un message qui a tout changé. On fête chez ma mère. Tu restes à la maison. C'était tout. Aucune explication, aucune excuse, même pas mon prénom. Juste un ordre délivré comme si j'étais un chien errant qu'ils avaient finalement décidé d'abandonner. Mais voilà ce que Diane a oublié. Avant que mon mari, Robert, ne décède il y a 3 ans, il avait constitué un fonds fiduciaire familial de 4 800 000 €. Et il m'avait nommée seule administratrice avec une instruction. Protège-le si le foyer devient hostile. Ce soir de Noël, la bienveillance est morte dans ma famille. Alors je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connectée au compte fiduciaire et j'ai gelé chaque centime. Puis j'ai réservé un vol pour Prague. Départ dans 72 heures. Quand Diane a vu ma photo sous les lumières de Noël européennes, avec un homme aux cheveux argentés à mes côtés, il était déjà trop tard. La maison à Colmar, en Alsace, avait été mon ancre pendant près de 40 ans. Une maison à colombage, nichée entre des sapins qui ployaient sous la neige fraîche de décembre. Le genre d'endroit qui apparaît sur les cartes de Noël, que les gens achètent, mais où personne ne vit vraiment. Mais moi, j'y vivais. Robert et moi avions construit notre vie entre ces murs. Ce soir-là, la maison sentait comme toujours en décembre. La cannelle de la tarte que j'avais préparée le matin, le léger parfum de sapin de la couronne sur la porte, et cette chaleur particulière qui émane d'une maison aimée depuis des décennies. Les guirlandes lumineuses que Robert avait installées en 1987 fonctionnaient encore, projetant leur douce lueur dorée à travers le salon. Je venais de finir d'emballer les cadeaux pour mes petits-enfants. Amélie, 9 ans, adorait tout ce qui était violet. Je lui avais trouvé un collier en améthyste au marché artisanal. Rien de cher, mais assez joli pour qu'elle se sente spéciale. Théo, 6 ans, collectionnait les trains miniatures. J'avais déniché une locomotive vintage de la SNCF sur le bon coin. Le vendeur disait qu'elle datait des années 60. Les 2 cadeaux reposaient sur la table basse, emballés dans du papier argenté avec des nœuds soignés. J'avais écrit leur nom de ma belle écriture cursive sur de petites étiquettes. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, m'attendant à un appel de Michel, mon fils. Il appelait généralement vers 18 heures quand il quittait son cabinet d'architecte. À la place, c'était un message de Diane. On fête chez ma mère ce soir. C'est plus simple avec moins de monde. On se verra après les fêtes. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Comme si les mots allaient peut-être se réarranger en quelque chose qui avait du sens. Moins de monde. On se verra. Pas est-ce que tu voudrais nous rejoindre chez Patricia? Pas désolé pour ce changement de dernière minute. Pas même j'espère que tu comprends. Juste moins de monde, comme si j'étais une foule au lieu d'une femme de 68 ans qui avait élevé l'homme que Diane avait épousé. J'ai posé le téléphone délicatement, comme on pose quelque chose de fragile qu'on a peur de briser. Ou peut-être que c'était moi la chose fragile. Les guirlandes de Noël clignotaient à un rythme régulier. Allumée, éteinte, allumée, éteinte. Soudain, elle ressemblait moins à une célébration qu'à un battement de cœur qui ne s'arrêterait pas même quand on le voudrait. J'ai essayé d'être rationnelle. Peut-être que Diane avait envoyé le message rapidement, pressée entre 2 courses. Peut-être qu'elle ne le pensait pas, comme ça sonnait. Peut-être que c'était juste une mauvaise communication, pas une cruauté intentionnelle. Mais même en essayant de me convaincre, je me souvenais des 3 derniers mois. Les petits signes que j'avais ignorés parce que je voulais croire au meilleur. Diane prenant toutes les décisions familiales. Diane répondant aux questions avant que Michel ne puisse parler. Diane décidant quel week-end était bon pour mes visites. Toujours avec ce sourire crispé qui n'atteignait jamais ses yeux. Et sous tout cela, sa mère, Patricia Mercier. Trish. Trish avait déménagé de Lyon à Colmar 6 mois plus tôt, achetant une maison bourgeoise impeccable à seulement 4 kilomètres de chez Michel et Diane. Depuis lors, chaque rassemblement familial avait basculé.
Diane avait commencé à tout comparer. Ma pâte à tarte à celle de Triche. Mon jardin au jardin paysager par un professionnel de Triche. Mes dîners dominicaux tranquilles au brunch élaboré de Triche avec leurs nappes assorties. Je ne faisais pas de compétition, mais Diane tenait les comptes dans un jeu dont j'ignorais même les règles. J'ai pris mon téléphone et l'ai appelée. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Oui. Pas bonjour, Charlotte. Pas joyeux réveillon de Noël. Juste oui, comme si j'étais le démarcheur téléphonique qu'elle évitait. Diane, ai-je dit, gardant ma voix douce, je peux apporter la tarte aux noix de pécan plus tôt, si ça aide. À quelle heure dois-je arriver? Il y a eu une pause, une longue pause. En arrière-plan, j'entendais la voix de Triche, brillante et autoritaire, donnant des instructions à quelqu'un sur où poser la porcelaine. Charlotte, ce sera plus simple sans place supplémentaire. Place supplémentaire. Les mots ont atterri dans ma poitrine, comme des pierres tombant dans une eau calme, créant des ondulations qui touchaient tout. Je vois, ai-je murmuré. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. N'a pas expliqué, n'a même pas fait semblant. Joyeux Noël, a-t-elle dit. Le ton que les gens utilisent avec des étrangers auxquels ils ne repenseront plus. Puis elle a raccroché. Je suis restée dans ma cuisine, le téléphone encore pressé contre mon oreille, écoutant le silence. La bougie à la cannelle vacillait sur le rebord de la fenêtre. Le réfrigérateur ronronnait. Dehors, la neige recommençait à tomber, de gros flocons dérivant devant la vitre. Pendant un moment, ma main a tremblé. Pas de colère, juste de la piqûre d'être rejetée si complètement par la femme qui avait épousé mon fils. Le téléphone a sonné à nouveau. Michel. « Maman !» a-t-il dit, et j'ai entendu cette douce hésitation qu'il portait depuis l'enfance, le même ton qu'il utilisait quand il savait qu'il avait déçu quelqu'un, mais espérait que peut-être il n'avait pas remarqué. J'ai entendu Diane te parler. Ce n'est rien, ai-je dit rapidement, ne voulant pas qu'il se sente pris entre deux feux, ne voulant pas être la belle-mère difficile qui compliquait les choses. J'aurais dû appeler plus tôt, a-t-il murmuré. Les choses ont été chargées. Chargées. Ce mot encore, l'excuse universelle pour quand les gens ne font pas de vous une priorité. En arrière-plan, j'entendais tout. Les sons de la famille dont je ne faisais plus partie. Amélie qui riait. Théo qui criait à propos de quelque chose. La voix de Triche dirigeant quelqu'un pour mettre les amuse-bouches sur le comptoir en marbre, pas celui en bois. Une maison pleine, une maison chaleureuse, une maison avec de la place pour tout le monde, sauf moi. « Maman !» a dit Michel, baissant la voix comme s'il marchait vers une autre pièce. Je sais que Diane peut être pointilleuse. Elle est stressée. L'argent a été serré et on gère quelques factures. J'ai failli demander quelle facture. Failli demander pourquoi je n'avais pas entendu parler de problème d'argent, mais je me suis arrêtée. « Ça va, mon chéri ?» ai-je dit. « Vraiment, ça va. » « Va profiter du réveillon. » Dis à Amélie et Théo que je les aime, ai-je ajouté, forçant de la chaleur dans ma voix. Il a expiré, coupable et reconnaissant en mesures égales. « Je t'aime, maman. »« Je sais, » ai-je dit. Quand l'appel s'est terminé, le silence semblait plus lourd qu'avant. Pas le silence confortable d'une soirée paisible, mais le genre creux qui vous rappelle que personne ne vient. J'ai marché jusqu'au salon et me suis tenue devant le sapin de Noël. Robert et moi en avions toujours eu un vrai. Il emmenait Michel dans la forêt chaque décembre, le laissait choisir l'arbre même quand il était tordu ou trop grand pour le plafond. Cette année, j'avais acheté un petit sapin préilluminé à la jardinerie. Ça semblait pratique, ça semblait triste. En dessous reposaient 2 cadeaux emballés que je comprenais maintenant ne seraient jamais ouverts le matin de Noël en ma présence. J'ai pris les cadeaux, traçant doucement les nœuds du bout des doigts, et les ai placés dans le tiroir de la table d'appoint. Pas par dépit, par compréhension. Certaines portes se ferment sans claquer. Je n'arrivais pas à dormir. À 2 heures du matin, j'ai abandonné et suis montée au grenier. Les marches en bois ont craqué comme elles l'avaient toujours fait. Chaque grincement familier comme mon propre battement de cœur. L'air là-haut sentait le cèdre et les vieux hivers, des poussières flottant dans le faisceau de ma lampe de poche. Dans le coin,
Sous un édredon que la tante de Robert avait cousu dans les années 50, reposait notre vieille valise marron, celle avec les fermoirs en laiton et la poignée en cuir façonnée par des années d'utilisation. Je l'ai sortie et la poussière s'est élevée en un nuage doux qui captait la lumière comme de la neige. À l'intérieur, les affaires de Robert attendaient comme si elles avaient retenu leur souffle. Sa casquette de marine, ses lunettes de lecture, une branche encore tenue par du ruban adhésif électrique. Et là, dans le coin, la boussole en argent qu'il avait portée pendant 40 ans. Le métal était frais dans ma paume, reflétant le mince faisceau de ma lampe de poche. Je me souvenais de la nuit où il me l'avait donnée. Nous étions debout sur un quai à Saint-Malo, en Bretagne. L'océan s'étendait noir et infini derrière nous, et il avait pressé la boussole dans ma main. « Où que tu ailles, » avait-il murmuré, « je serai avec toi. » Les mots résonnaient maintenant, calmes et réguliers, comme s'ils avaient attendu ce moment précis. Sous la boussole reposait son carnet de voyage, en cuir marron usé au coin, les pages remplies de son écriture en bloc et de petits croquis. Je l'ai ouvert avec précaution. La première page m'a serré la gorge. « Charlotte, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu cherches des réponses. Voici la mienne. Quand tu te sens oublié, va voir le monde que nous n'avons pas fini de voir. N'attends pas la permission. N'attends pas le moment parfait. Pars, tout simplement. » Ma main tremblait en tournant la page. Il y avait notre liste. 50 endroits avant nos 70 ans, écrit de la main de Robert avec mes annotations dans les marges. Nous en avions coché 12. Le Mont-Saint-Michel, les Calanques de Marseille, la dune du Pilat, les châteaux de la Loire. Chacun avait une date et une petite note. Le reste était vierge. Prague, Budapest, Vienne, Salzbourg, Amsterdam. Tous ces endroits dont nous avions dit un jour. Tous ces lendemains dont nous avions manqué. Sous la liste, Robert avait écrit une chose de plus. P.S. Si le foyer familial devient hostile, souviens-toi que tu détiens le pouvoir. Le fonds fiduciaire n'est pas seulement de l'argent. C'est ta voix. Utilise-la. Je me suis assise sur le sol du grenier, le carnet sur mes genoux, et me suis laissée pleurer. Pas les larmes douces que j'avais versées à ses funérailles en restant forte pour Michel. C'étaient les larmes que je retenais depuis 3 ans. Le chagrin qui vient de perdre quelqu'un et ensuite de perdre lentement la vie qu'on avait construite avec lui. Mais quelque part dans ces larmes, quelque chose a changé. Robert savait. Il savait qu'un jour j'aurais peut-être besoin de plus que des souvenirs. J'aurais peut-être besoin de la permission de me choisir moi-même. J'ai descendu le carnet et la boussole, me suis fait une tasse de thé que je n'ai pas bu, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait dans la cuisine sombre, dur et bleu contre la douce lueur dorée des guirlandes de Noël. J'ai tapé circuits hivernaux senior Europe. Des dizaines d'options sont apparues. Croisière fluviale, circuits en groupe, forfait marché de Noël. J'ai fait défiler jusqu'à ce qu'un attire mon attention. Circuit patrimoine d'hiver Prague, Budapest, Vienne, Salzbourg. 14 jours. Petit groupe de plus de 60 ans. Départ le 27 décembre. Dans 3 jours. J'ai cliqué sur l'itinéraire. Des photos ont rempli l'écran. Le pont Charles saupoudré de neige. Le Danube reflétant les lumières de la ville. Des marchés de Noël brillant sous les étoiles d'hiver. Des rues pavées qui semblaient avoir attendu des siècles que quelqu'un exactement comme moi les arpente. Mon curseur a survolé le bouton réservé maintenant. Dans le reflet de la fenêtre, je me suis vue. Cheveux gris tirés en arrière en un chignon pratique. Lunettes de lecture glissant sur mon nez. Des rides autour des yeux que Robert appelait des rides de rire, bien que dernièrement, elles ressemblaient ne plus à la preuve de toutes les fois où j'avais souri quand j'aurais voulu pleurer. Je ressemblais à quelqu'un qui avait passé toute sa vie à faire de la place pour les autres. Peut-être qu'il était temps de prendre un peu de place pour moi-même. J'ai appuyé sur le bouton. Clic. Le son était net et définitif, comme le premier pas sur un sol solide après des mois de sable mouvant. L'email de confirmation est apparu instantanément. Félicitations, votre circuit patrimoine d'hiver est confirmé. Départ le 27 décembre, 8h45 de l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle.
J'ai expiré lentement. Pour la première fois depuis des mois, le silence autour de moi ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à de l'espace, à des possibilités. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur quand j'ai remarqué un autre onglet ouvert, celui que j'avais oublié. Fonds fiduciaire familial Mercier-Hayes. Accès au compte en ligne. J'avais configuré le portail en ligne 2 ans plus tôt, mais je le consultais rarement. Le fonds était simple. L'assurance vie de Robert, sa retraite, quelques investissements. Valeur totale à sa mort, 4 800 000 euros. Il m'avait nommée seule administratrice, pas co-administratrice avec Michel. Seule avec une instruction dans les documents juridiques. Distribution à la discrétion de l'administratrice pour être utilisée au bénéfice et à l'harmonie de la famille. Je me suis connectée. L'écran principal s'est chargé. Solde du compte 4 187 322 euros. J'ai cligné des yeux. C'était près de 600 000 de moins que prévu. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. La liste a défilé. Retrait. 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 50 000. 15 mars. Maman. Rénovation maison. 75 000. 3 juin. Maman. Investissement commercial. 125 000. 22 août. Maman. Fonds d'urgence. 180 000. 10 octobre. Maman. Dépenses supplémentaires maison. 95 000. 1er décembre. Maman. Divers. Chaque transaction autorisée avec la signature numérique de Michel. Mais je n'en avais approuvé aucune. On ne m'avait même pas demandé. Mes mains sont devenues froides. J'ai cliqué sur les paramètres du compte, trouvé le journal des autorisations. C'était là. Michel avait ajouté Diane comme utilisatrice secondaire avec privilège de retrait 18 mois plus tôt. Ni l'un ni l'autre ne me l'avait dit. Je suis restée très immobile, les chiffres brillant sur l'écran comme des accusations. 600 000 euros partis pour des rénovations que je n'avais jamais vues. Des investissements commerciaux dont je n'avais jamais entendu parler. Des fonds d'urgence pour des urgences que personne n'avait mentionnées. Et sous tout cela, le schéma que j'avais été trop gentille pour remarquer. Diane prenant les décisions, Michel suivant, et moi gardée soigneusement dans l'ignorance. Il ne s'agissait pas du dîner de Noël. Il s'agissait de contrôle. Mon téléphone a vibré. Un message de Nadine Rousseau, ma meilleure amie depuis 35 ans. Charlotte, il faut que je te dise quelque chose. Je peux t'appeler. Je l'ai appelée à la place. Elle a répondu immédiatement. Oh, ma chérie, je suis contente que tu appelles. Je ne voulais pas envoyer ça par message. Qu'est-ce qu'il y a? Nadine a hésité. J'étais à la fête de Noël de Triche ce soir. Ta cousine Émilie m'avait invitée. Tu te souviens? Je ne savais pas que c'était l'événement familial de Diane jusqu'à ce que j'arrive. Mon estomac s'est noué. Et Charlotte Diane a dit aux gens que tu ne voulais pas venir. Elle a dit que tu préférais être seule pendant les fêtes. Elle a dit que tu lui avais dit que tu n'aimais pas les grands rassemblements familiaux. La cuisine a légèrement basculé. Ce n'est pas vrai, ai-je murmuré. Je sais, ma chérie, je sais. Mais il y a plus. La voix de Nadine s'est assourdie. Triche parlait à des amis. Elle a dit que tu as toujours été un peu dramatique pendant les fêtes, que tu faisais tout tourner autour de ton deuil de Robert. J'ai fermé les yeux. Et Diane a ri, a dit Nadine doucement. Elle n'a pas corrigé sa mère. Elle a juste ri. Nous sommes restés en silence un moment, connectés seulement par la ligne téléphonique et 35 ans d'amitié. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a finalement demandé Nadine. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Le compte fiduciaire avec ses 600 000 euros manquants. Le calendrier des retraits qui racontait l'histoire que Diane et Michel ne voulaient pas que je connaisse. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais je ne vais pas continuer à faire comme si tout allait bien. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine sombre pendant longtemps. Les guirlandes de Noël clignotaient à un rythme régulier. La neige continuait de tomber. La maison craquait et se posait comme si elle essayait de me réconforter. Puis j'ai pris ma décision. Pas par colère, pas par vengeance, par clarté.
Je me suis reconnectée au compte fiduciaire et j'ai trouvé la page de gestion du compte. En bas se trouvait une option que je n'avais jamais utilisée. Gel temporaire du compte. Prérogative de l'administratrice. J'ai lu la description. Suspend temporairement tous les retraits et transferts en attente de révision par l'administratrice. Peut être initié par l'administratrice principale à tout moment. Une notification sera envoyée à tous les utilisateurs autorisés dans les 24 heures. Mon curseur a survolé le bouton. Les mots de Robert résonnaient dans mon esprit. Si le foyer familial devient hostile, souviens-toi que tu détiens le pouvoir. J'ai cliqué. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir geler ce compte? Cette action suspendra immédiatement toutes les transactions en cours et futures. J'ai cliqué oui. Compte gelé avec succès. Tous les utilisateurs autorisés seront notifiés par email dans les 24 heures. Pour dégeler, contactez l'administratrice principale. L'écran s'est rafraîchi. En haut, en lettres rouges grasses, statut du compte gelé. Blocage administrateur. J'ai fermé l'ordinateur, soigneusement, comme si je fermais une porte que je venais de verrouiller de l'intérieur. Puis je me suis versé une tasse de thé, cette fois en la buvant vraiment, et j'ai murmuré à la cuisine vide, joyeux Noël à moi. Le lendemain matin, jour de Noël, je me suis réveillée avec 18 appels manqués. Michel, cet appel. Diane, 11 apples. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Pas encore. À la place, je me suis habillée, me suis fait un petit déjeuner et j'ai commencé à faire ma valise. La vieille valise reposait ouverte sur mon lit. J'ai plié des pulls avec soin, les épais en laine dont Robert se moquait. On dirait que tu te prépares pour une expédition arctique, disait-il. Mais ensuite il me serrait contre lui et les pulls nous gardaient tous les deux au chaud. Collant thermique, chaussettes chaudes, mes bonnes bottes avec les semelles antidérapantes, un long manteau en duvet, des gants, des écharpes, le bonnet tricoté qu'Amélie m'avait fait l'hiver dernier, violet avec un pompon légèrement de travers. J'ai mis le carnet de voyage de Robert dans la poche latérale avec la boussole en argent. Les voir ensemble m'a serré la gorge, mais d'une bonne façon, comme la douleur d'un muscle qu'on utilise enfin après trop longtemps d'inactivité. Mon téléphone a sonné à nouveau. Michel, j'ai répondu cette fois. Maman. Sa voix s'est brisée de panique. Qu'est-ce que tu as fait? Joyeux Noël, mon chéri, ai-je dit calmement. Comment s'est passé le dîner chez Trish? Maman, le compte fiduciaire. Tu l'as gelé. Diane est en panique. On a des factures de l'artisan. On a besoin de Michel. Je l'ai interrompu doucement. Quand comptais-tu me dire que tu avais retiré 600 000 euros? Silence. Quand comptais-tu me dire que Diane a des privilèges de retrait? Plus de silence. Quand comptais-tu me demander si c'était d'accord, maman? Sa voix était petite maintenant, comme s'il avait à nouveau 10 ans, pris dans un mensonge. On allait te le dire. C'est juste que les choses se sont compliquées. Quelle chose, exactement? Il a hésité. Mon cabinet d'architecture. J'ai investi dans un projet qui n'a pas fonctionné. On a perdu de l'argent. Beaucoup d'argent. On essayait de réparer avant que tu ne remarques. Ma poitrine s'est serrée. Combien as-tu perdu? 300 000. Je me suis assise sur le bord du lit. Michel, je sais. Je suis désolée. Papa m'a toujours fait confiance avec l'argent. Je ne voulais pas admettre que j'avais échoué. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Diane, vive et insistante. Dis-lui qu'on a besoin de dégeler l'argent. Dis-lui pour le prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire, ai-je répété. Michel a expiré longuement et de façon tremblante. On a emprunté sur la maison. 400 000. On utilisait l'argent du fonds pour couvrir les paiements. La pièce a basculé. Mon fils prudent et sensé, avait parié un demi-million d'euros sur un investissement raté et ensuite emprunté plus pour couvrir ses traces. Et Diane avait été là tout du long, faisant des retraits, me gardant dans l'ignorance. « Où es-tu » a demandé Michel, la voix brisée. « On peut venir te parler de ça ?»« Non, » ai-je dit doucement. « Je quitte la ville. »« Quoi ?»« Où ?»« Je pars faire le voyage que ton père a toujours voulu qu'on fasse. »
Maman, ce n'est pas le moment. Michel, je serai de retour dans 2 semaines. À mon retour, on s'assiera et on parlera du fond, de transparence, de respect. Mais les artisans, le paiement du prêt, vous allez vous débrouiller, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. De la même façon que j'ai dû me débrouiller quand ton père est mort et que j'ai été laissée seule pour tout gérer. Maman, s'il te plaît. Je t'aime, mon chéri. Embrasse Amélie et Théo pour moi. Je serai en contact. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. Le téléphone a immédiatement résonné. Diane. Je l'ai envoyé sur messagerie. Il a résonné à nouveau. Messagerie encore. J'ai complètement éteint mon téléphone. Nadine est arrivée 1 heure plus tard, avec un kit de voyage, des chaufferettes, des pastilles pour la gorge, un coussin de voyage et une bouteille de cognac pour les urgences. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit, me regardant fermer la valise. « Je fais vraiment ça. » Elle m'a serré fort. Bien, il était grand temps. « Nadine, je peux te demander quelque chose. » N'importe quoi. « Tu crois que je suis égoïste ?» Elle s'est reculée, me regardant droit dans les yeux. « Charlotte Hayes, tu as passé 40 ans à faire passer tout le monde avant toi. Tu as élevé Michel seul quand Robert était en déplacement. Tu as soigné Robert pendant sa maladie cardiaque. Tu as gardé Amélie et Théo tous les week-ends pour que Diane puisse avoir du temps pour elle. Tu as fait des tartes pour chaque rassemblement familial et tu ne t'es jamais plainte quand Diane s'attribuait le mérite des desserts que tu avais faits. » Elle a serré mes épaules. « Tu n'es pas égoïste. Tu es enfin toi-même. » Le matin du 27 décembre est arrivé froid et clair. Nadine m'a conduite à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, les 2 heures de route passant dans un silence confortable. Quand on s'est arrêtés au départ, elle a serré ma main. « Tu vas y arriver. » « J'espère. » « Charlotte, tu as gelé un compte de plusieurs millions d'euros et réservé un voyage international en 48 heures. Tu vas définitivement y arriver. » J'ai ri, surprise par combien ça faisait du bien. À l'intérieur du terminal, le chaos des fêtes m'enveloppait. Des familles partout jonglant avec des bagages et des enfants et des sacs de cadeaux de dernière minute. Des grands-parents serrés dans les bras, des parents l'air épuisés, des enfants collants de sucre d'orge et de chocolat chaud. J'avais été du côté de ceux qui donnent ces câlins pendant si longtemps. Cette année, j'étais de l'autre côté. Une petite fille en pyjama reine est passée en courant à côté de moi, criant de joie tandis que son père la poursuivait. Elle a sauté dans les bras de sa grand-mère et la femme plus âgée l'a soulevée sans effort, riant dans ses cheveux. Je les ai regardés un moment, sentant la douleur familière. Puis je l'ai expirée et j'ai continué à marcher. À la porte d'embarquement, j'ai trouvé un siège près de la fenêtre. Des flocons de neige dansaient dehors, tourbillonnant dans les projecteurs. J'ai sorti la boussole de Robert, laissant son poids frais me stabiliser. « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un est assis ici ?» J'ai levé les yeux. Un homme grand dans les 70 ans se tenait à côté de moi, portant un sac marin bleu marine. Cheveux argentés soigneusement peignés, manteau en laine bien taillé mais usé au poignet. Des yeux gentils derrière des lunettes à monture fine. « Non, » ai-je dit en souriant. « Je vous en prie !» Il s'est assis avec un soupir reconnaissant, posant son sac à ses pieds. Pendant un moment, on s'est assis dans un silence confortable. Puis ses yeux ont dérivé vers mes mains, vers la boussole qui luisait dans ma paume. Quelque chose a traversé son visage. Surprise, reconnaissance, quelque chose de plus profond. « Vous allez bien ?» ai-je demandé doucement. Il a cligné des yeux, s'est raclé la gorge. « Oui, désolé. » Cette boussole a juste l'air familière. Je l'ai retournée dans ma main. Elle appartenait à mon mari. Il était dans la marine. L'expression de l'homme s'est tendue juste un instant. Puis il a hoché la tête lentement. Beaucoup de marins avaient ce genre. Avant que je puisse en demander plus, l'embarquement a commencé. Il s'est levé, offrant sa main. Thomas Girard. Charlotte Hayes. Vous voyagez seule, a-t-il demandé, et il n'y avait pas de pitié dans la question, juste une curiosité sincère. Pour la première fois depuis longtemps, ai-je admis. Eh bien, Charlotte Hayes, a dit Thomas, prenant mon bagage à main avec une force aisée.
Assurons-nous que nous arrivons tous les deux en Europe en un seul morceau. » Il y avait une légèreté dans sa voix qui m'a fait me sentir vue d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Dans l'avion, il a aidé à glisser ma valise dans le compartiment supérieur, puis s'est installé dans le siège à côté du mien. La cabine brillait de petites lumières suspendues le long du plafond. Une touche de Noël qui persistait. « Première fuite des fêtes », a demandé Thomas une fois qu'on était attachés. La plaisanterie a atterri si doucement que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quelque chose comme ça. Et vous? Il s'est adossé, les mains jointes sur ses genoux. Mon premier Noël sans ma femme. On voyageait toujours à cette période de l'année. Après son décès, je me suis promis de continuer à partir. « Je suis désolée, » ai-je dit. « Merci. » Il a offert un petit sourire. « Et vous? » J'ai hésité, puis me suis surprise à dire la vérité. Mon mari est mort il y a 3 ans. On avait une liste d'endroits qu'on voulait voir. J'essaye de la finir. C'est courageux. C'est en retard. L'avion a commencé à rouler, les moteurs ronronnant sous nos pieds. Les lumières de la piste s'étendaient devant nous comme un chemin tracé à travers la terre. Thomas a levé son gobelet en plastique d'eau. « Au nouveau départ. » J'ai levé le mien. Au nouveau départ. Les roues ont quitté le sol et la France s'est éloignée en dessous de nous. Arbres couverts de neige, lacs gelés, la vie que j'avais connue pendant 68 ans. J'ai pressé mon front contre le hublot, regardant tout devenir plus petit, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas tout à fait la liberté encore, mais le début de celle-ci. La voix de l'hôtesse de l'air m'a réveillée d'un sommeil dont je ne me souvenais pas être tombée. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Prague. L'heure locale est 7h15. Veuillez redresser vos sièges. » J'ai cligné des yeux contre la douce lumière de la cabine. Dehors, le ciel avait viré à l'or pâle, et en dessous, une ville émergeait de la brume matinale, comme quelque chose sorti d'un livre de contes. Des toits rouges saupoudrés de neige, des clochers d'église s'élevant vers le ciel, la Vltava serpentant à travers tout cela comme un ruban d'argent. « Le premier aperçu est toujours le meilleur », a dit Thomas à côté de moi, éveillé et regardant la même vue. On avait parlé pendant la majeure partie du vol. De petites choses d'abord, d'où on venait, ce qu'on faisait avant la retraite. Thomas avait été médecin à Nantes, cardiologue récemment retraité après 40 ans de pratique. « Vous avez déjà rencontré mon mari ?» avais-je demandé à un moment, surveillant sa réaction avec attention. « Robert Hayes. » Il avait des problèmes cardiaques vers la fin. Le visage de Thomas était resté neutre. Hayes est un nom courant. J'ai vu des milliers de patients, mais quelque chose dans ses yeux suggérait le contraire. Maintenant, alors que l'avion atterrissait et que Prague s'étendait devant nous, j'ai décidé de laisser tomber. Si Thomas connaissait Robert, il me le dirait quand il serait prêt. Le groupe du circuit patrimoine d'hiver s'est rassemblé dans la zone de récupération des bagages. 12 personnes au total, toutes de plus de 60 ans, toutes portant ce mélange particulier d'excitation et de nervosité qui vient quand on fait quelque chose de courageux. Notre guide était une femme tchèque, nommée Marie, la cinquantaine avec des yeux gentils et un accent qui faisait que tout ressemblait à de la poésie. « Bienvenue à Praha », a-t-elle dit, prononçant le nom avec un doux roulement qui faisait ressembler le nom de la ville à un soupir. « Pour les 3 prochains jours, vous allez tomber amoureux de ma ville. Ça, je vous le promets. » Le trajet en bus vers la vieille ville a pris 30 minutes. J'ai pressé mon visage contre la vitre comme une enfant, regardant la ville se réveiller. Des tramways cliquetant sur les pavés. Des boulangeries ouvrant leurs portes, libérant de la vapeur qui sentait le beurre et la levure. De vieilles femmes en manteau de laine balayant la neige de leur perron. Thomas était assis de l'autre côté de l'allée, silencieux mais présent. De temps en temps, nos yeux se croisaient et il souriait. Pas le sourire poli que les étrangers échangent. Quelque chose de plus chaud, de plus familier. On s'est enregistré dans un petit hôtel près de la place de la vieille ville. Ma chambre était au 3e étage, avec de grandes fenêtres donnant sur une rue étroite, bordée de bâtiments, peints en jaune beurre et rose terre cuite. J'ai défait mes affaires avec soin
suspendant mes pulls dans la petite armoire, plaçant le carnet de Robert et la boussole sur la table de nuit. Puis, je me suis tenue à la fenêtre et me suis laissé le ressentir. J'étais là, à Prague, seule, et j'allais bien. Mieux que bien. Pour la première fois en 3 ans, je me sentais moi-même. Cet après-midi-là, Marie nous a conduits au marché de Noël sur la place de la vieille ville. La place elle-même m'a coupé le souffle. Des bâtiments du XIVe siècle encerclaient les pavés, leurs façades peintes en pastel doux, leurs lignes de toit nettes contre le ciel d'hiver. Au centre se dressait un énorme sapin de Noël, d'au moins 12 mètres de haut, décoré de milliers de lumières blanches qui brilleraient comme des étoiles capturées après la tombée de la nuit. Et partout des stands, des dizaines, peut-être une centaine, vendant tout ce qu'on pouvait imaginer. Des ornements sculptés à la main, des cœurs en pain d'épices avec des messages en glaçage en tchèque, des jouets en bois peint de couleurs vives, des pantoufles en peau de mouton, des ornements en cristal qui captaient la lumière et projetaient des arcs-en-ciel sur la neige. L'air sentait le paradis. Des marrons grillés, du vin chaud mijotant dans des casseroles en cuivre, des trdelniks, ces gâteaux cheminés cuisinant sur des flammes ouvertes, leur sucre se caramélisant en une croûte qui craquait quand on mordait dedans. Essayez ça. Thomas est apparu à mon coude, me tendant un cornet en papier rempli de quelque chose qui ressemblait à une pâtisserie roulée autour d'un cylindre. Qu'est-ce que c'est? Un trdelník. Spécialité tchèque. Faites-moi confiance, j'ai pris une bouchée. L'extérieur était croustillant et sucré, saupoudré de cannelle et de sucre. L'intérieur était doux et chaud. Ça avait le goût de ce que Noël devrait avoir comme sensation. « Oh mon Dieu !» ai-je dit, la bouche pleine. Thomas a ri. « Je vous l'avais dit. » On a marché à travers le marché ensemble, pas tout à fait côte à côte, pas tout à fait séparés. Il montrait quelque chose d'intéressant. Un stand vendant des ornements en verre soufflé à la main, chacun unique. Je m'arrêtais à une table exposant des puzzles en bois, en prenant un pour Théo, avant de me rappeler que je ne le verrais pas pour Noël cette année. Je l'ai reposé avec précaution. « Ça va ?» a demandé Thomas. « Je pense juste à mes petits-enfants. » Quel âge? 9 et 6 ans. Amélie et Théo. Ils savent que vous êtes ici. J'ai secoué la tête. Leurs parents ne leur ont pas dit que je ne venais pas à Noël. Ils ont juste dit que j'étais occupée. La mâchoire de Thomas s'est légèrement crispée. Ce n'est pas bien. Non, ai-je acquiescé. Ça ne l'est pas. On s'est arrêté à un stand vendant du vin chaud. Le vendeur, un vieil homme avec un visage comme du cuir patiné, a versé le liquide fumant dans des tasses en céramique. « Prosim », a-t-il dit en m'en tendant une. « C'est bon. » Ça réchauffe. J'ai bu avec précaution. Le vin était doux et épicé, parfumé à la cannelle, au clou de girofle et à quelque chose d'agrumé que je n'arrivais pas à identifier. La chaleur a fleuri dans ma poitrine, se répandant jusqu'au bout de mes doigts. « Merci », ai-je dit. Le vieil homme a rayonné. « Vous aimez Praha ?»« Je l'adore. »« Bien. »« Praha vous aime aussi. » Thomas et moi avons trouvé un banc près de la tour de l'horloge astronomique, nous asseyant avec notre vin chaud. Autour de nous, touristes et locaux se mélangeaient, tout le monde emmitouflé dans des écharpes et des moufles, tout le monde souriant malgré le froid. « Ma femme aurait adoré ça », a dit Thomas doucement, regardant la foule. « Parlez-moi d'elle. » Il a pris une longue gorgée de vin. Marguerite. On a été mariés 42 ans. Elle est morte il y a 2 ans, Alzheimer. Je suis tellement désolée. Elle m'avait oubliée avant de mourir, a-t-il dit, la voix stable mais triste. La dernière année, elle ne savait pas qui j'étais. J'allais la voir tous les jours. Et tous les jours, elle demandait aux infirmières quand son mari allait venir. J'ai tendu la main et serré la sienne. Ça a dû être insupportable. Le plus dur, c'était qu'elle continuait à m'attendre, et j'étais juste là. Il a baissé les yeux vers nos mains, toujours en contact. Pardon. C'est lourd pour un premier jour à Prague. Ne vous excusez pas. Le deuil ne suit pas d'horaire. Il a croisé mes yeux. Non, il ne le fait pas. On est resté assis dans un silence confortable,
regardant la foule. Un artiste de rue habillé en statue argentée se tenait immobile près de la tour de l'horloge. Des enfants lançaient des pièces dans son chapeau, gloussant quand il bougeait soudainement pour soulever son haut de forme. Robert est mort d'une crise cardiaque, ai-je dit, me surprenant moi-même, il y a 3 ans. Il travaillait au jardin, il s'est juste effondré. Quand l'ambulance est arrivée, il était parti. Aucun avertissement. Il avait eu quelques problèmes cardiaques, de l'hypertension, mais on pensait l'avoir sous contrôle. J'ai tourné la tasse dans mes mains. On devait prendre notre retraite tôt, voyager. Il avait toute cette liste d'endroits. Ce voyage, il vient de sa liste. Oui, Thomas a hoché la tête lentement. Marguerite et moi avions une liste aussi. On n'en a fait que la moitié avant qu'elle tombe malade. Qu'est-ce qui restait? Paris, Amsterdam, les fjords norvégiens. Il a souri tristement. Elle voulait voir les aurores boréales. Peut-être que vous pourrez encore. Peut-être. Il m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Charlotte, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Mon cœur s'est accéléré. Bien sûr. Mais avant qu'il puisse parler, Marie est apparue, frappant dans ses mains. Tout le monde, l'heure de la visite du pont Charles. Venez, venez. Thomas s'est levé, m'offrant sa main. Plus tard, a-t-il dit. Je vous dirai plus tard. La marche jusqu'au pont Charles a pris 15 minutes à travers des rues médiévales étroites qui donnaient l'impression de traverser un conte de fées. Les bâtiments se penchaient les uns vers les autres par-dessus les pavés, leurs façades peintes en rose, jaune et bleu, délavées. Les réverbères avaient encore des flammes de gaz à l'intérieur de verres modernes, créant une lueur chaude alors que l'après-midi cédait la place au soir. Marie nous a conduits à travers une arche en pierre, et soudain on y était. Le pont Charles s'étendait devant nous, ses arches gothiques s'élevant de la Vltava comme quelque chose conjuré de la brume et de la mémoire. 30 statues bordaient dans la promenade. Des saints et des rois et des héros oubliés, chacune noire d'âge, chacune regardant en silence, tandis que des siècles de pas usaient les pierres sous elle. Le pont a presque 700 ans, a expliqué Marie, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Le roi Charles IV l'a commandé en 1357. On dit que les bâtisseurs ont mélangé des œufs dans le mortier pour le rendre plus solide. On a marché lentement à travers, s'arrêtant à chaque statue pendant que Marie racontait leurs histoires. Saint Jean Népomucène qui fut jeté du pont pour avoir refusé de trahir la confession d'une reine. Saint Christophe portant l'enfant Christ. La Pietà, Marie tenant le corps de son fils. Thomas marchait à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau. Quand on a atteint le milieu du pont, il s'est arrêté. « Cette vue » a-t-il dit doucement. J'ai regardé où il regardait. La Vltava s'étendait sombre et calme sous nous, reflétant les lumières qui commençaient à briller le long des berges. Le château de Prague s'élevait au loin, ses flèches silhouettées contre un ciel virant au pourpre avec le crépuscule. Des lanternes pendaient des rambardes en fer du pont, leurs flammes dansant dans le vent. Robert aurait adoré ça, ai-je murmuré. Thomas s'est tourné vers moi. Ses yeux tenaient quelque chose que je n'avais pas vu avant. Culpabilité, chagrin, reconnaissance. Charlotte. Sa voix était à peine audible par-dessus le vent. Votre mari, Robert. Il aurait adoré ce pont, parce que les hommes comme lui remarquent toujours la beauté que les autres manquent. La façon dont il l'a dit m'a fait frissonner la peau. Vous parlez comme si vous le connaissiez. Thomas a détourné le regard, la mâchoire travaillant. Longues histoires. Je vous raconterai ce soir, promis. Je voulais insister, exiger des réponses maintenant, mais quelque chose dans son expression m'a arrêté. Quoi qu'il ait besoin de me dire, ça portait du poids. Ça méritait le bon moment. D'accord, ai-je dit doucement. Ce soir, on a continué à traverser le pont avec le groupe. De l'autre côté, un quatuor de musiciens jouait du Mozart sur des instruments d'époque, leur musique s'élevant douce et claire dans l'air d'hiver. Quelques touristes s'arrêtaient pour écouter, se balançant légèrement, perdus dans la beauté du moment. J'ai laissé tomber une poignée de pièces dans leur étui de violon. Alors qu'on se retournait pour repartir, mon téléphone a vibré dans ma poche.
Je l'avais rallumé ce matin-là, le regrettant immédiatement. 17 nouveaux messages. J'ai fait défiler rapidement. Michel, s'il te plaît, maman, appelle-moi. On doit parler du fond? Michel, Diane est vraiment bouleversée. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il te plaît? Diane, Charlotte, c'est puéril. Tu nous punis pour un dîner manqué. Diane, l'artisan menace de quitter le chantier. Tu sabotes notre maison. Triche, Charlotte, je pense qu'on doit avoir une conversation sur ton comportement. Ce dernier m'a fait rire tout haut, un son vif et amer qui m'a surprise. Thomas a jeté un coup d'œil. Tout va bien. La mère de ma belle-fille pense qu'on doit avoir une conversation sur mon comportement. Il a levé un sourcil. Et quel comportement est-ce? Geler le fonds fiduciaire familial après avoir découvert qu'ils avaient retiré 600 000 € sans me le dire. Thomas a sifflé bas. Ce n'est pas un comportement, c'est de l'autodéfense. J'ai tapé un message à Michel. Je suis en sécurité. Je suis à Prague. Je serai de retour dans 2 semaines. D'ici là, le fonds reste gelé. On parlera quand je serai rentrée. Je t'aime. Puis, j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Ça va mieux, a demandé Thomas. En fait, oui. Notre groupe a dîné ce soir-là dans un restaurant appelé Medvedku, une des plus anciennes brasseries de Prague. Le plafond était bas et sombre, soutenu par d'épaisses poutres en bois. Des bougies vacillaient sur chaque table. Un pianiste dans le coin jouait doucement des chansons folkloriques tchèques. Je me suis assise entre Thomas et un couple australien sympathique, Jeanne et Pierre, qui en étaient à leur 5e circuit des marchés de Noël européens. « On est accro !» a ri Jeanne, plongeant dans son Zvitchkova, du bœuf en sauce à la crème avec des érelles. Chaque année, on dit qu'on va essayer quelque chose de différent. Chaque année, on revient au marché. « Vous nous en voudriez ?» a ajouté Pierre. « Où d'autre peut-on boire du vin chaud au petit déjeuner et appeler ça de la culture ?» La table a ri. Après le dîner, alors que le groupe s'attardait autour du café et du dessert, Thomas s'est penché près de moi. « Vous voulez faire une promenade ?» Dehors, la température avait chuté. Mon souffle sortait en nuages blancs, et la neige avait recommencé à tomber. De gros flocons doux qui attrapaient la lumière des réverbères. On a marché vers la rivière, sans parler, juste avançant dans les rues silencieuses. La ville semblait différente la nuit, plus intime. Les touristes s'étaient dispersés, laissant surtout des locaux se pressant vers leurs maisons, avec des sacs de course ou promenant des chiens. On a atteint le pont Manès, une traversée plus petite en aval du pont Charles. Thomas s'est arrêté à la rambarde, regardant l'eau sombre. « Je dois vous parler de Robert ?» a-t-il dit. Mon cœur a martelé. « Je vous écoute. » Il a sorti quelque chose de son portefeuille. Une photographie, vieille et froissée. En noir et blanc, les bords jaunis par l'âge. Dessus, 2 jeunes hommes se tenaient côte à côte en uniforme de marine. L'un était clairement Thomas, plus grand, plus mince, mais indubitablement lui. L'autre, c'est Robert, ai-je soufflé. 1978, a dit Thomas. À bord du Foch, on était tous les 2 affectés là-bas pendant un exercice d'entraînement en Méditerranée. J'ai fixé la photo. Robert avait l'air si jeune. 28 ans peut-être. Ses cheveux sombres, son visage sans rides, ce même sourire doux dont j'étais tombée amoureuse. « Comment ?» ai-je murmuré. « Comment vous êtes-vous connus ?» Les mains de Thomas se sont serrées sur la rambarde. Il y a eu un accident. Un incendie dans la salle des machines. Petit espace, travaux électriques défectueux. Incendie éclair. J'étais à l'intérieur quand c'est arrivé. Il a fait une pause, déglutissant difficilement. La plupart des gens ont fui loin du feu. Protocole de sécurité. Sortir. Sceller le compartiment. Laisser le système d'extinction s'en occuper. Il m'a regardé. Robert a couru vers lui. Ma gorge s'est fermée. Il m'a sorti de là, m'a porté à moitié inconscient sur le pont. J'avais des brûlures au 2e degré sur les bras et les jambes. Inhalation de fumée. Le médecin a dit que 30 secondes de plus et je n'aurais pas survécu. La voix de Thomas s'est brisée. Votre mari m'a sauvé la vie, Charlotte. Je n'arrivais pas à parler. Pouvais à peine respirer. On est devenus amis après ça, a-t-il continué.
Des amis proches. On s'est écrit pendant des années après qu'on ait tous les deux quitté la marine. Il m'a parlé de vous, de Michel. Il m'a envoyé une photo une fois, vous tenant le bébé Michel à un événement familial. Vous portiez une robe jaune et vous riiez de quelque chose. Des larmes ont coulé sur mes joues. Je me souviens de cette robe. Le mariage de la sœur de Robert. Il parlait de vous comme si vous aviez accroché la lune, a dit Thomas doucement. Comme s'il n'arrivait pas à croire sa chance que vous l'ayez choisie. Je me suis essuyé le visage de main tremblante. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dans l'avion? Parce que je voulais que vous appreniez à me connaître pour qui je suis maintenant, pas comme le gars qui connaissait Robert. Pas comme quelqu'un essayant de rembourser une vieille dette. Il s'est tourné pour me faire face pleinement. Quand j'ai vu cette boussole, j'ai su. Robert portait la même. On les a achetés ensemble à Gibraltar. J'ai sorti la boussole de ma poche, la tenant à la lumière du réverbère. Il y a plus, a dit Thomas doucement. Avant qu'il meure, avant sa crise cardiaque, Robert m'a écrit une dernière lettre. Je ne l'ai reçue que 3 mois après ses funérailles. Problème de réexpédition du courrier. Il a sorti une autre feuille de papier de son portefeuille. Celle-ci plus récente, les plis plus nets. Il l'a dépliée avec précaution. Il avait écrit ça 6 mois avant de mourir. Je l'ai prise de main tremblante. L'écriture de Robert, familière comme mon propre battement de cœur. Cher Tom, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Mon cœur me fait encore des siennes, et les médecins ne sont pas optimistes. Mais je n'écris pas pour te rendre triste. J'écris pour te demander quelque chose. Charlotte sera seule quand je partirai. Michel est un bon fils, mais il a sa propre vie. Je m'inquiète pour elle. Elle donne tellement aux autres. Elle oublie de garder quelque chose pour elle-même. Si jamais tu la croises, et je sais que le monde est grand, mais des choses plus étranges sont arrivées. Rends-moi un service. Ne la laisse pas disparaître dans cette maison en Alsace. Ne la laisse pas passer le reste de sa vie à n'être que la mère de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un. Rappelle-lui qu'elle est Charlotte. Charlotte brillante, drôle, courageuse qui grimpait aux arbres et se faufilait dans les films interdits aux moins de 16 ans et nous a conduits en Écosse sur un coup de tête juste pour voir les aurores boréales. Si elle trouve quelqu'un de gentil après mon départ, Tom, laisse-la. Dis-lui que j'ai dit oui. Dis-lui que le bonheur n'est pas une trahison. Ton ami pour toujours, Robert. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mes larmes tombaient sur le papier, effaçant légèrement l'encre. Il savait, ai-je murmuré. Il savait qu'il mourrait. Je pense qu'il s'en doutait. Et il a pensé à moi, à ce qui m'arriverait. Charlotte, la voix de Thomas était douce. Robert a passé toute sa vie à penser à vous. Cette lettre, c'était juste lui le faisant une dernière fois. J'ai replié la lettre soigneusement et l'ai rendue. Mais Thomas a secoué la tête. Gardez-la. Il voudrait que vous l'ayez. On est resté là longtemps, regardant la Vltava passer, sombre et éternelle. La neige s'est accumulée sur nos épaules et nos cheveux, mais aucun de nous n'a bougé. Je ne suis pas venu sur ce voyage par hasard, a finalement dit Thomas. Quand Marguerite est morte, j'ai retrouvé notre vieille liste de voyages. Prague y était. Quand j'ai cherché des circuits, celui-ci, le circuit patrimoine d'hiver, il mentionnait qu'il suivait des routes populaires parmi les vétérans de la marine française dans les années 70. Il m'a regardé. Je me suis demandé si peut-être Robert avait prévu de le faire un jour. Si peut-être d'une certaine façon j'honorerais tous les deux Marguerite et Robert. Et puis vous m'avez rencontré. Et puis je vous ai rencontré, portant sa boussole, parlant de finir sa liste. Il a souri tristement et émerveillé. Je ne crois pas au destin, Charlotte. Je suis médecin. Je crois à la science et aux preuves. Mais ça ressemble à quelque chose. C'est vrai, ai-je murmuré. Une cloche d'église quelque part dans la ville a commencé à sonner. 21 heures. Le son a roulé sur les toits, profond et résonnant, comme si la ville elle-même respirait. Thomas a tendu la main. « Venez, rentrons à l'hôtel avant que vous ne geliez. » J'ai pris sa main. Elle était chaude malgré le froid, stable et forte. En marchant vers l'hôtel à travers les rues enneigées,
J'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Robert. Pas seul. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait l'erreur de consulter mes emails. Parmi les spams et les confirmations de voyage se trouvait un message de Nadine. Objet, tu dois voir ça. Je suis désolée. Mon estomac s'est retourné. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Charlotte, ma chérie, je ne voulais pas t'envoyer ça, mais tu mérites de savoir ce qu'ils disent. Quelqu'un à la fête de Trish a enregistré des parties de la soirée. Ça circule dans le groupe familial. Je te mets la pièce jointe. Je suis tellement désolée. La pièce jointe était un fichier vidéo de 2 minutes 43 secondes. J'ai failli ne pas la regarder, failli la supprimer tout de suite. Mais j'étais venue jusqu'ici pour arrêter de me cacher des vérités inconfortables. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo était tremblante, clairement filmée sur le téléphone de quelqu'un. Elle montrait le salon de Trish, tout décoré en argent et blanc, ressemblant à une photo de magazine. Des gens circulaient avec des verres de vin, riant. Puis la caméra a trouvé Diane. Elle se tenait près de la cuisine, parlant à Trish et quelques autres femmes que je reconnaissais, des cousines, de la famille, des amis. L'une d'elles a dit quelque chose que je n'arrivais pas à entendre, et tout le monde a ri. Puis la voix de Trish, claire comme une cloche. « Charlotte est juste. Eh bien, tu sais, elle est difficile pendant les fêtes. » Elle fait tout tourner autour de son deuil. Mon souffle s'est arrêté. La caméra a légèrement vacillé, mais a capté la réaction de Diane. Elle n'a pas corrigé sa mère. Elle s'est tortillée mal à l'aise, a pris une gorgée de vin, mais n'a rien dit. Une autre femme, ma cousine Janine, est intervenue. Ça fait combien de temps? 3 ans. À un moment, il faut passer à autre chose. Triche encore. Exactement. Diane est tellement patiente avec elle. Pas tout le monde le serait. Diane parlant enfin. J'essaie, vraiment. La façon dont elle l'a dit, martyr, résignée, comme si j'étais un fardeau qu'elle portait avec grâce. La caméra a pivoté, captant d'autres conversations, d'autres moments. Mais elle est revenue à la cuisine plus tard. Cette fois, quelqu'un a demandé où j'étais. La voix de Diane, décontractée et claire. Charlotte a préféré rester à la maison. Elle n'aime plus vraiment les grands rassemblements familiaux. Trop accablants. Plusieurs personnes ont hoché la tête avec sympathie. « C'est triste », a dit quelqu'un. « Ça l'est », a acquiescé Diane. La vidéo s'est terminée. Je me suis assise sur le lit, l'ordinateur sur les genoux, fixant le vide. Ils avaient menti, pas seulement à moi, à tout le monde. Et la famille l'avait cru que j'étais le problème, la difficile. La veuve en deuil qui n'arrivait pas à lâcher prise. Dehors ma fenêtre, Prague brillait dorée sous son manteau de neige. Les cloches d'église sonnaient doucement. La ville qui avait semblé si magique une heure plus tôt semblait maintenant très loin des gens que j'avais laissés derrière. Un coup à ma porte m'a fait sursauter. « Charlotte !» La voix de Thomas. « J'ai vu votre lumière. Ça va ?» J'ai ouvert la porte. Il a regardé mon visage et est entré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré la vidéo sans expliquer. Je lui ai juste donné mon téléphone et j'ai regardé son expression se durcir en écoutant. Quand ça s'est terminé, il a posé le téléphone avec précaution. Ce n'est pas du deuil dont il parle. C'est de l'assassinat de caractère. Ils pensent que je suis le problème. Ils font de vous le problème pour ne pas avoir à s'examiner eux-mêmes. Il s'est assis à côté de moi sur le lit, faisant attention à laisser de l'espace entre nous. Charlotte, vous savez que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas difficile. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes une femme qui a été exclue et calomniée. Je sais. Et c'était vrai. Mais savoir ne rendait pas la douleur moins vive. Qu'allez-vous faire? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Rien, ai-je dit finalement. Pas encore. Pas d'ici? Non. Je suis venue à Prague pour finir la liste de Robert, pour me rappeler qui je suis en dehors d'être la mère de quelqu'un, la belle-mère de quelqu'un. J'ai regardé Thomas. Si je passe tout ce voyage concentré sur eux, sur ce qu'ils ont dit, je les laisse encore contrôler ma vie. Thomas a souri. Robert avait raison à votre sujet. Que voulez-vous dire? Dans ses lettres, il disait que vous étiez la personne la plus forte qu'il connaissait.
que vous aviez cet acier tranquille en vous que la plupart des gens ne voyaient jamais parce que vous étiez si gentille. Il a croisé mes yeux. Je le vois maintenant. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci. Pourquoi? Pour être là. Pour m'avoir parlé de Robert. Pour me voir. Charlotte. Sa voix était douce. Vous n'êtes pas difficile à voir. Vous aviez juste besoin d'arrêter de vous tenir dans l'ombre. On est resté assis dans un silence confortable un moment. Dehors, la neige continuait de tomber, transformant Prague en quelque chose d'un rêve. Finalement, Thomas s'est levé. Dormez un peu. Demain, on voit le château. Et connaissant Marie, elle nous lèvera à l'aube. À la porte, il a fait une pause. Charlotte, cette lettre que Robert a écrite, sur vous trouvant quelqu'un de gentil, si vous le vouliez. Oui, je veux juste que vous sachiez, pas de pression, pas d'attente, mais si jamais vous vouliez, eh bien, ce serait un honneur. Il est parti avant que je puisse répondre. Je me suis assise seule dans ma chambre d'hôtel, tenant la lettre de Robert, regardant la neige tomber sur Prague. Et pour la première fois en 3 ans, je me suis autorisée à imaginer un avenir qui incluait plus que des souvenirs. Thomas m'a sauvé la vie il y a 40 ans. Maintenant, il est revenu dans la mienne avec une lettre qui change tout. Mais en Alsace, les mensonges de Diane se répandent et mon fils est pris entre 2 feux. Que se passe-t-il quand les liens familiaux deviennent des chaînes? La suite arrive où Michel prend une décision désespérée et je fais un dernier choix concernant le fonds fiduciaire. Vous ne voudrez pas manquer ça. Commentez ci-dessous. Auriez-vous regardé cette vidéo ou l'auriez-vous supprimée sans regarder? Et que feriez-vous des mensonges de Diane? Le train de Prague à Budapest a pris 7 heures, traversant une campagne qui ressemblait à une peinture faite par quelqu'un qui ne connaissait que le blanc et le gris. Des champs couverts de neige, des arbres nus, de petits villages avec de la fumée montant des cheminées. Je me suis assise près de la fenêtre avec le carnet de Robert ouvert sur mes genoux, lisant des entrées qu'il avait faites pendant nos premières années ensemble. Charlotte a fait des lasagnes ce soir. A brûlé les beurres, mais j'en ai mangé 3 parts quand même. Elle a ri si fort qu'elle en a pleuré. Mon Dieu, j'aime ce rire. J'ai emmené Charlotte à la côte pour son anniversaire. Elle s'est tenue dans les vagues avec ses bonnes chaussures parce qu'elle avait oublié de prendre des baskets. Les a complètement ruinées, s'en fichait complètement. C'est qui elle est? Quelqu'un qui choisit la joie plutôt que la prudence à chaque fois. Michel a 5 ans aujourd'hui. Charlotte lui a organisé une fête avec 20 enfants. La maison est dévastée. Il y a du gâteau dans des endroits où le gâteau ne devrait jamais être. Elle est épuisée, mais rayonnante. J'ai épousé quelqu'un qui donne tout ce qu'elle a et ne compte jamais le coup. J'ai essuyé mes yeux, consciente que Thomas était assis en face de moi, faisant semblant de lire son propre livre, mais me surveillant avec inquiétude. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. Je me souviens juste de qui j'étais. « Qui étiez-vous » J'y ai réfléchi. Quelqu'un qui choisissait la joie plutôt que la prudence. Quelqu'un qui donnait tout et ne comptait jamais le coup. Et maintenant? Maintenant, j'essaye de comprendre si cette personne existe encore ou si elle a tellement donné qu'elle a oublié comment garder quelque chose pour elle-même. Thomas a fermé son livre. « Charlotte, puis-je vous dire ce que je vois? S'il vous plaît. » Je vois quelqu'un d'assez courageux pour geler un fonds fiduciaire, alors qu'il aurait été plus facile de se taire. Quelqu'un qui a réservé un voyage en solo à travers l'Europe à 68 ans. Quelqu'un qui rit aux mauvaises blagues dans les marchés de Noël et pleure sur de vieilles lettres d'amour et ne s'excuse pour aucun des deux. Il s'est penché en avant. Cette femme qui choisissait la joie, elle est toujours là. Elle apprend juste que parfois, la joie signifie se choisir soi-même en premier. Le train se balançait doucement. Dehors, le paysage commençait à changer. Les champs plats ont cédé la place à des collines ondulantes, puis aux abords d'une ville construite le long d'une rivière qui la traversait comme une cicatrice. Budapest. On est arrivé au crépuscule, cette heure magique où les lumières de la ville commencent à briller et le ciel prend des teintes de pourpre et d'or que les peintres passent leur vie à essayer de capturer. Notre hôtel était du côté peste du Danube, avec vue sur le bâtiment du Parlement de l'autre côté de l'eau.
Le bâtiment ressemblait à un gâteau de mariage gothique, tout en pierre blanche et flèches élancées, éclairé par en dessous, si bien qu'il semblait flotter au-dessus de son propre reflet. Je suis restée à la fenêtre de ma chambre d'hôtel longtemps, juste à regarder la rivière passer. Le Danube était plus large que je ne m'y attendais, plus sombre aussi. Pas le bleu de la valse célèbre, mais un vert gris profond qui gardait des secrets. Mon téléphone, que j'avais rallumé après Prague, vibrait constamment sur la table de nuit. Je l'ignorais depuis 2 jours. 27 appels manqués maintenant. 43 messages. 5 messages vocaux que je n'avais pas écoutés. Finalement, je l'ai pris. Le message le plus récent était de Michel, envoyé 3 heures plus tôt. « Maman, je prends un avion. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de t'expliquer. » Mon cœur a fait un bond. J'ai fait défiler les autres messages, les lisant dans l'ordre inverse. « Michel, s'il te plaît, maman, dis-moi juste où tu es. On peut arranger ça. Diane, ton fils s'effondre à cause de ton égoïsme. » C'est ce que tu voulais. Triche. Charlotte, je suis très déçue de la façon dont tu gères cette situation. La famille n'abandonne pas la famille. Celui-là m'a fait rire tout haut. Michel encore, la banque menace de saisir la maison. On a 60 jours de retard sur le prêt. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Je me suis assise lentement sur le bord du lit. 60 jours de retard. Ça voulait dire qu'ils avaient manqué des paiements avant que je gèle le fonds. Il ne s'agissait pas de mes actions. Il s'agissait des décisions de Michel et Diane qui les rattrapaient. Un autre message de Michel. J'ai perdu plus que ce que je t'ai dit. Le cabinet dans lequel j'ai investi n'était pas juste une mauvaise décision. J'essayais de faire de la promotion immobilière. Je pensais pouvoir faire de l'argent rapide. J'avais tort. J'ai tout perdu, maman. Tout. Mes mains tremblaient en continuant à lire. Diane ne sait pas à quel point c'est grave. Je lui ai dit qu'on avait perdu 300 000. C'est en fait 480 000. J'utilisais l'argent du fonds pour couvrir, pour l'empêcher de savoir que j'avais échoué. J'ai honte. J'ai tellement honte. Papa m'a fait confiance avec l'argent toute ma vie, et j'ai prouvé que je ne le méritais pas. S'il te plaît, appelle-moi s'il te plaît. Le dernier message, celui sur l'avion, avait été envoyé de l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai vérifié l'heure. S'il était parti il y a 3 heures, il était quelque part au-dessus de l'Atlantique maintenant. Il serait à Budapest le matin. J'aurais dû être en colère, aurais dû me sentir envahie, poursuivie. Au lieu de ça, j'ai ressenti autre chose. Du soulagement peut-être. Qu'enfin on devrait se faire face. Qu'enfin il n'y aurait plus de cachotterie. J'ai pris mon téléphone et appelé Nadine. Elle a répondu à la première sonnerie. « Charlotte, Dieu merci. Comment vas-tu? » « Je vais bien. Je suis à Budapest. » Michel prend l'avion pour venir. Je sais. Il m'a appelé ce matin pour essayer de savoir où tu étais. Je lui ai parlé de l'itinéraire du circuit que tu m'avais laissé pour les urgences. Elle a fait une pause. J'espère que c'était bien. C'est bien. Il est temps qu'on parle. Charlotte, il y a autre chose que tu devrais savoir. Après que cette vidéo a commencé à circuler, des gens ont commencé à poser des questions. Ta cousine Émilie a appelé Trish directement et lui a dit que c'était cruel. A dit que si Diane t'avait invité et que tu avais refusé, il y aurait une preuve, des messages, des appels, quelque chose. Et Trish s'est mise sur la défensive. A dit que tu étais dramatique, mais quelques autres personnes ont aussi pris la parole. On dit qu'ils avaient remarqué Diane t'exclure de choses depuis des mois. Que le mensonge du dîner de Noël était juste l'exemple le plus évident. J'ai fermé les yeux. Comment Diane a-t-elle réagi? D'après Émilie, elle s'est effondrée. A commencé à pleurer, disant qu'elle se sentait piégée entre toi et sa mère, que Trish la comparait à toi depuis que Michel l'avait ramenée à la maison, qu'elle ne pouvait pas respirer sous le poids de ne jamais être assez bien. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente comme ça. Charlotte, ma chérie, tu ne lui as rien fait ressentir. Trish a fait ça. L'insécurité de Diane n'est pas ta faute. La voix de Nadine s'est adoucie, mais elle souffre. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais ça l'explique. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la chambre d'hôtel sombre, regardant le bâtiment du Parlement briller de l'autre côté de l'eau. Quelque part au-dessus de l'océan,
Mon fils volait vers moi, portant la honte et le désespoir en mesures égales. Et en Alsace, ma belle-fille faisait enfin face à la vérité qu'elle avait fuie, nous tous tournant autour de la même blessure que nous avions créée ensemble. Le lendemain matin, Marie a conduit notre groupe de touristes au Bastion des Pêcheurs, une terrasse de contes de fées faite de tours de pierre blanche perchée haut au-dessus du Danube. De là, on pouvait voir la ville entière étendue en dessous, le bâtiment du Parlement, le pont des Chênes, le dôme vert de la basilique Saint-Étienne. Le ciel était clair pour la première fois depuis notre arrivée en Europe, bleu pâle et vif de froid. Le genre de jour où votre souffle sort en nuages et où tout semble plus vivant qu'il ne devrait. Thomas se tenait à côté de moi à la rambarde, tous deux regardant la vue. Marguerite et moi devions renouveler nos vœux ici, a-t-il dit doucement. 40 ans de mariage. On avait planifié tout le voyage, puis elle a été diagnostiquée. Combien de temps entre le diagnostic et 18 mois. Évolution rapide. Les 6 derniers mois, elle était dans un centre de soins. Ne me connaissait plus. Ne se connaissait plus. Elle demandait aux infirmières quand son mari allait venir et j'étais assis juste là à lui tenir la main. J'ai posé ma main sur la sienne. Thomas. Le pire, c'était de la regarder m'attendre. Attendre quelqu'un qu'elle se souvenait avoir aimé, mais qu'elle ne pouvait pas reconnaître. Sa voix s'est brisée. J'étais juste là, et elle était quand même seule. On est resté en silence un moment, nos mains superposées sur la pierre froide. « Vous regrettez de ne pas avoir voyagé plus tôt ?» ai-je demandé. « Tous les jours. » Il s'est tourné pour me regarder. On disait toujours l'année prochaine. L'année prochaine, on aura plus d'argent. L'année prochaine, les petits-enfants seront plus grands. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Il a dégluti difficilement. Et puis, l'année prochaine n'est jamais venue. J'ai pensé à Robert, à toutes nos années prochaines qui s'étaient évaporées comme la brume du matin. Je suis en colère contre lui, ai-je dit soudain. Contre Robert, pour être mort et m'avoir laissé. Pour toutes les fois où il a dit qu'on voyagerait un jour, et puis de ne plus avoir de un jour. Je suis tellement en colère, et je me sens coupable d'être en colère parce que ce n'est pas sa faute, mais je ne peux pas m'en empêcher. Thomas a serré ma main. Marguerite m'a dit quelque chose avant d'oublier tout. Elle a dit « Ne laisse pas ma mort devenir ta prison ». Je n'ai pas compris à l'époque. Je pensais qu'elle voulait dire « Ne sois pas trop triste ». Mais maintenant je pense qu'elle voulait dire autre chose. Quoi? Que le deuil est l'amour sans endroit où aller. Et si on ne fait pas attention, on construit des prisons avec cet amour. On s'enferme à l'intérieur avec toutes les choses qu'on n'a pas dites, pas faites, pas finies. On fait des sanctuaires avec les si seulement et on passe le reste de notre vie à les entretenir. J'ai regardé Budapest, cette ville que je n'avais jamais pensé voir, et j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi. Pas se briser, s'ouvrir. Je ne veux pas vivre dans une prison, ai-je murmuré. Alors, n'y vivez pas. La voix de Thomas était douce. Robert a écrit dans cette lettre que vous grimpiez aux arbres et vous faufiliez dans les films interdits, que vous l'aviez conduit en Écosse sur un coup de tête pour voir les aurores boréales. On les a vues, des rideaux de lumière verte dansant dans le ciel. Il était 3 heures du matin et on gelait, et c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Qu'est-il arrivé à cette femme? Elle a grandi, est devenue responsable, est devenue mère, épouse, grand-mère. A fait passer tout le monde avant elle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose d'elle. Charlotte. Thomas m'a tourné doucement pour lui faire face. Vous pouvez être toutes ces choses et être quand même vous-même. Elles ne s'excluent pas mutuellement. Derrière nous, Marie a rassemblé le groupe pour des photos, mais ni Thomas ni moi n'avons bougé. « Mon fils prend l'avion pour venir », ai-je dit. « Il sera à Budapest ce soir. » Je sais, vous me l'avez dit hier soir, vous vous souvenez? L'avais-je fait? Les 2 derniers jours ressemblaient à un flou. « Vous êtes prête à lui faire face ?» a demandé Thomas. Je ne sais pas, mais je dois le faire. On ne peut pas continuer à se fuir l'un l'autre. Vous ne fuyez pas. Vous restez immobile pour la première fois depuis des années.
et tout le monde doit courir pour vous rattraper. Cet après-midi-là, je suis retournée à l'hôtel seule, pendant que le groupe visitait la basilique Saint-Étienne. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour me préparer. J'ai trouvé Michel dans le hall. Il avait l'air terrible. Parasé, les cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements dans lesquels il avait probablement dormi dans l'avion. Ses yeux étaient rouges et creux, comme quelqu'un qui a pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quand il m'a vu, il s'est levé si vite qu'il a renversé sa tasse de café. Le liquide marron s'est répandu sur le sol en marbre, mais aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. « Maman !» Sa voix s'est brisée sur le mot. « Michel !» On s'est regardé à travers l'élégant hall de l'hôtel, entouré de touristes s'enregistrant avec leurs bagages soignés et leurs voix excitées, tandis que mon fils et moi, nous tenions dans les décombres de notre famille. « Il y a un café au coin de la rue, » ai-je dit. « Allons parler là-bas. » Le café était petit et sombre avec des box en bois et des bougies sur les tables. On a commandé un café que ni l'un ni l'autre ne voulait et on s'est assis face à face dans un box du coin. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Michel a dit « Je suis tellement désolé. »« Pourquoi exactement ?» Il a tressailli. « Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu à Noël. Pour avoir laissé Diane mentir sur toi. Pour avoir pris de l'argent du fonds sans demander. Pour avoir perdu près d'1 demi-million d'euros en essayant de prouver que j'étais aussi intelligent que papa pensait que je l'étais. Parle-moi de l'investissement. » Il a fermé les yeux. Un ami de l'école d'architecture a monté une société de promotion immobilière, de l'achat-revente de maisons dans la région nantaise. Il m'a montré des tableaux, des projections, promettait des rendements de 20%. Ça avait l'air légitime, mais ça ne l'était pas. Les premières opérations se sont bien passées. J'ai gagné 50 000 euros, alors j'ai investi plus, puis encore plus. Puis il a commencé à demander des prêts relais, à court terme, disait-il, juste pour couvrir les écarts entre les ventes. Je lui ai donné de l'argent du fonds. Je me suis dit que je le remettrais avant que tu ne remarques. Et puis il a disparu. La société était une coquille vide. Les maisons étaient hypothéquées 3 fois. Les bénéfices qu'il m'avait montrés étaient de l'argent fictif provenant de nouveaux investisseurs payant les anciens. Une pyramide de Ponzi en fait, même si je ne l'ai pas réalisée avant qu'il soit trop tard. Les mains de Michel tremblaient autour de sa tasse de café. J'ai perdu 480 000 euros, maman. Et j'avais trop honte pour le dire à qui que ce soit. Pas à toi, pas à Diane, pas aux avocats. J'ai juste continué à prendre plus dans le fond, essayant de combler le trou, pensant que je trouverais un moyen de réparer. Et Diane? Elle savait que j'avais perdu de l'argent dans un investissement. Je lui ai dit que c'était 300 000. Elle était contrariée, mais pensait qu'on pouvait récupérer. Elle ne savait pas que je continuais à emprunter sur la maison, à utiliser les cartes de crédit au maximum, à piocher dans le fond. Il a levé les yeux, le regard désespéré. Quand elle a commencé à demander de l'argent pour la rénovation, je lui ai dit qu'on en avait plein. Je ne voulais pas qu'elle sache à quel point j'avais tout foutu en l'air. Alors j'ai juste continué à lui donner de l'argent du fonds, et elle pensait que c'était le nôtre. Le dîner de Noël, ai-je dit. « Pourquoi ne m'as-tu pas invité ?» Le visage de Michel s'est effondré. Diane est stressée à cause de l'argent, de la maison, de sa mère. Trish a été vraiment dure avec elle dernièrement. Des comparaisons constantes. Charlotte fait sa mieux. La maison de Charlotte est payée. Le fils de Charlotte a hérité de la sagesse financière de son père. Juste des piques constantes. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir? Diane ne te l'a jamais dit. Elle a juste intériorisé, a commencé à être en compétition avec toi dans sa tête. Et quand Trish a suggéré de faire Noël chez elle, Diane a sauté sur l'occasion. Une chance de prouver qu'elle pouvait organiser quelque chose de parfait sans ton aide. Mais elle ne l'a pas organisé. Trish l'a fait, je sais. Et ça a tué Diane. Elle a passé toute la soirée à regarder sa mère prendre le contrôle, à regarder les gens louer les décorations et la nourriture de Trish, à entendre Trish dire des choses comme Diane a essayé. Mais voilà comment on fait vraiment. Michel s'est essuyé les yeux. Quand quelqu'un a demandé où tu étais, Diane a paniqué.
Elle ne pouvait pas dire « je ne l'ai pas invité parce que je me sentais inadéquate ». Alors elle a dit que tu voulais être seule, et Trish a amplifié ça. T'a fait passer pour difficile et accablée par le deuil et trop compliqué. Et tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit, a-t-il murmuré. Parce que j'avais peur que si je te défendais, Diane s'effondre, et j'avais déjà trahi sa confiance en mentant sur l'argent. Je ne pensais pas que notre mariage pouvait supporter une fissure de plus. La bougie entre nous a vacillé, projetant des ombres sur son visage. Maman, je sais que ce que j'ai fait était mal. Tout ça, l'argent, les mensonges, te laisser être exclu et calomnié. Je sais. Et je sais que désolé ne suffit pas. Non, ai-je acquiescé. Ça ne suffit pas. Il a hoché la tête misérablement. Mais c'est un début, ai-je ajouté doucement. Sa tête s'est relevée d'un coup. Michel, tu as fait des choix terribles. Des choix qui m'ont profondément blessée. Mais tu es là maintenant. Tu as traversé un océan pour me faire face. Ça demande du courage. Je ne me sens pas courageux. Je me sens comme un raté. Tu n'es pas ton père, ai-je dit doucement. Et tu n'as pas besoin de l'être. Robert était doué avec l'argent, oui, mais il a fait plein d'erreurs dans d'autres domaines. Il travaillait trop. Il ne parlait pas de ses sentiments. Il disait l'année prochaine quand il aurait dû dire maintenant. J'ai tendu la main à travers la table. Il n'était pas parfait, et toi non plus, et c'est bien comme ça. Michel a attrapé ma main comme un homme qui se noie attrape une corde. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu rentres à la maison. Tu dis la vérité à Diane, toute la vérité. Tu parles à un conseiller financier et à un psychologue. Tu détermines ce que tu peux sauver et ce que tu dois laisser partir. Et le fond? J'ai retiré ma main doucement. Le fond reste gelé pour l'instant. Son visage est tombé. Pas comme punition, ai-je dit. Comme protection. Michel, en 2 ans, tu as retiré plus d'un demi-million d'euros. Cet argent était censé durer des générations, pour l'éducation d'Amélie et Théo, pour les urgences, pour l'avenir de la famille. Je sais que ton père m'a fait confiance pour être la gardienne de cet argent. Et j'ai échoué en ne faisant pas attention, en étant si distante que toi et Diane avaient pensé que c'était une tirelire au lieu d'un fonds fiduciaire. Je me suis penchée en avant. Alors, voilà ce qui va se passer. Quand je rentre dans 10 jours, on va s'asseoir, toi, moi, Diane et un conseiller financier. On va créer un vrai plan, un budget, une responsabilisation. D'accord. Je vais débloquer assez d'argent pour couvrir 60 jours de dépenses essentielles. Le prêt, les charges, la nourriture, l'assurance. Rien d'autre. Maman, la rénovation. La rénovation s'arrête. Tu vends les matériaux que tu peux. Tu vis dans une maison à moitié finie s'il le faut, mais tu n'obtiens pas 1 euro de plus pour des choses non essentielles jusqu'à ce que tu prouves que tu peux gérer ce que tu as. La mâchoire de Michel a travaillé. Puis il a hoché la tête lentement. C'est juste. Et Michel, tu dois faire un choix. Quel choix? Entre protéger les sentiments de Diane et protéger notre famille. Entre garder la paix et défendre ce qui est juste, parce que tu ne peux pas faire les deux. Il a fermé les yeux, je sais. On a passé encore 1 heure dans ce café, parlant de logistique et d'émotions en mesures égales. Michel a pleuré plusieurs fois. Moi aussi. À la fin, on était tous les deux épuisés, vidés. Mais quelque chose avait bougé. Pas guéri, pas encore, mais peut-être le début de la guérison. En nous levant pour partir, Michel m'a serré fort. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Je suis ta mère. Abandonner n'est pas une option. Dehors du café, la neige avait recommencé à tomber. Michel a resserré son manteau. « Où est-ce que tu loges ?» ai-je demandé. J'ai réservé un hôtel près de l'aéroport. Mon vol retour est demain après-midi. Tu as fait tout ce chemin pour une seule conversation. C'était la conversation la plus importante de ma vie. Il a réussi un faible sourire. En plus, j'avais besoin que tu voies mon visage pour savoir que je le pensais vraiment. On a marché ensemble vers mon hôtel. À l'entrée, Thomas attendait, étant revenu de la visite de la basilique. Michel s'est arrêté. « C'est qui ?» « C'est Thomas Girard.
Il était un ami de ton père. Les yeux de Michel se sont écarquillés. Tom Gerard. Le gars de la photo de la marine. Tu connais ça? Papa gardait cette photo dans son bureau. Me l'a montré une fois, m'a dit que Tom lui avait sauvé la vie. Michel a fait une pause. Attends, papa a sauvé la vie de Tom? Il avait l'histoire à l'envers. C'est une longue histoire, ai-je dit, que je te raconterai un jour. Mais Michel, Thomas a été un bon ami pendant ce voyage. Michel a regardé entre nous, quelque chose traversant son visage. De la compréhension peut-être, ou de l'acceptation. Bien, a-t-il dit doucement. Tu mérites de bons amis, maman. Tu mérites beaucoup plus que ce que tu as eu. Il m'a serré une dernière fois, puis est parti dans l'après-midi enneigé pour trouver son hôtel. Je l'ai regardé partir, mon fils compliqué, imparfait, bien-aimé, et j'ai senti les premiers vrais frémissements d'espoir. Le train pour Vienne est parti le lendemain matin. Michel est venu à la gare pour me voir partir, ayant l'air légèrement mieux après une nuit de sommeil. « Prends soin de toi », lui ai-je dit. Et Michel, dis à Diane que je ne suis pas son ennemi. Je ne l'ai jamais été. Je le ferai. Alors que le train s'éloignait, je l'ai regardé debout sur le quai, la main levée pour dire au revoir, et j'ai senti le mélange étrange de chagrin et de soulagement qui vient quand on dit enfin la vérité. Thomas était assis à côté de moi dans le wagon, ne disant tactiquement rien pendant que je regardais par la fenêtre et pleurais doucement pendant 20 minutes. Quand je me suis ressaisie, il m'a tendu un mouchoir. En tissu, pas des mouchoirs en papier. Qui porte encore des mouchoirs en tissu? Ai-je demandé, riant à travers mes larmes. Les médecins vieux jeu? A-t-il dit avec un sourire. Vienne est apparue à travers la brume matinale comme une ville d'un autre siècle. De grands bâtiments aux façades baroques, de larges boulevards bordés d'arbres nus, l'immense dôme de l'église Saint-Charles s'élevant au-dessus de tout. Notre hôtel était près de la Stephansplatz, en plein cœur de la vieille ville. Ma chambre donnait sur une rue étroite de boutiques, de chocolatiers, d'antiquaires, une petite librairie avec des volumes reliés en cuir empilés dans la vitrine. Ce soir-là, notre groupe de touristes est allé à un concert de Noël à la cathédrale Saint-Étienne. L'intérieur était tout en arches gothiques élancées et vitraux qui brillaient comme des joyaux à la lueur des bougies. Une chorale chantait le Messie de Heindel, tandis que la neige dérivait devant les hautes fenêtres. Je me suis assise entre Thomas et Jeanne, la sympathique Australienne. La musique m'a submergée. Des chants vieux de plusieurs siècles sur l'espoir et la rédemption, et la lumière venant dans les ténèbres. Quand la chorale a chanté le chœur de l'Alléluia, tout le monde s'est levé. J'ai senti la main de Thomas trouver la mienne dans la foule, serrant doucement. Après le concert, alors que notre groupe errait dans le marché de Noël à l'extérieur de la cathédrale, Thomas m'a pris à part. « Vous voulez dîner, juste nous deux. J'aimerais bien. » On a trouvé un petit restaurant dans une rue latérale, le genre d'endroit où vont les locaux, avec des menus écrits à la main et du vin servi dans des verres dépareillés. La propriétaire, une vieille femme aux yeux gentils, nous a installés à une table dans le coin. Autour d'un schnitzel et de pommes de terre rôties, on a parlé de tout et de rien. Thomas m'a parlé de sa fille, Rebecca, avocate à Lyon. Je lui ai parlé d'Amélie et Théo, leurs bizarreries et leurs rêves. Amélie veut devenir biologiste marine, ai-je dit. Elle est obsédée par les pieuvres. Tu savais qu'elles ont 3 cœurs. Je ne savais pas. Théo veut être conducteur de train. Il s'entraîne à faire ses annonces. Prochain arrêt cuisine, attention à la marche. Thomasary. Ils ont l'air merveilleux. Ils le sont. Ils me manquent terriblement. Quand les as-tu vus pour la dernière fois? J'y ai réfléchi. À la Toussaint. Diane avait organisé. Je suis venue le matin pour aider à cuisiner, et elle n'a pas arrêté de corriger tout ce que je faisais. Ce n'est pas comme ça que ma mère fait la farce. C'est trop salé. La dinde devrait être positionnée différemment. Au bout de 2 heures, je suis juste partie. J'ai dit que je ne me sentais pas bien. Michel a remarqué. Il regardait le match avec le père de Diane. N'a pas levé les yeux quand j'ai dit au revoir. J'ai pris une gorgée de vin. C'est là que j'ai su que les choses avaient changé.
Je ne faisais plus partie de leur famille. J'étais une obligation qu'ils toléraient. Et maintenant, je suis quelqu'un avec qui ils doivent compter. Quelqu'un qui ne va pas juste disparaître tranquillement pour leur rendre la vie plus facile. Thomas a levé son verre. À être quelqu'un avec qui on compte. J'ai fait teinter le mien contre le sien. À être quelqu'un avec qui on compte. Après le dîner, on a marché à travers les rues enneigées. Les marchés de Noël fermaient. Les vendeurs rangeaient leurs marchandises. Les derniers clients s'éloignaient. On s'est retrouvés dans un petit parc près de l'hôtel, assis sur un banc sous un réverbère qui projetait une lumière dorée sur la neige blanche. « Charlotte, » a dit Thomas, « j'ai besoin de vous dire autre chose. » Mon cœur s'est accéléré. « D'accord. » Cette lettre que Robert a écrite, sur vous trouvant quelqu'un de gentil si vous le vouliez, sur le bonheur n'étant pas une trahison. Il s'est tourné pour me faire face. Je ne suis pas venue sur ce voyage juste pour honorer Marguerite et Robert. Je suis venue en espérant peut-être rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui comprenait la perte. Quelqu'un qui était assez courageux pour recommencer. Thomas. Je ne demande rien, a-t-il dit rapidement. Je ne vous demande pas en mariage et je ne déclare pas un amour éternel. On se connaît à peine. Mais je vous aime bien, Charlotte. J'aime votre force et votre gentillesse, et la façon dont vous pleurez sur de vieilles lettres d'amour et riez aux mauvaises blagues. Et j'aimerais continuer à apprendre à vous connaître, si vous êtes ouverte à ça. Je l'ai regardé, cet homme qui avait porté l'amitié de mon mari pendant 40 ans, qui m'avait tenu la main dans les marchés de Noël et les conversations difficiles, qui m'avait vu à mon plus vulnérable et n'avait pas détourné le regard. J'ai peur, ai-je admis. J'ai tellement aimé Robert. L'idée de ressentir ça pour quelqu'un d'autre me terrifie. Bien, a dit Thomas. Ça devrait. L'amour qui ne fait pas peur ne vaut pas la peine d'être vécu. Il a souri. Mais Charlotte, aimer quelqu'un de nouveau n'efface pas celui qu'on a aimé avant. Ça prouve juste que votre cœur fonctionne encore. Que le deuil ne vous a pas brisé définitivement. J'ai pensé à la lettre de Robert. Si elle trouve quelqu'un de gentil après mon départ, Tom, laisse-la. Robert avait su. M'avait donné la permission avant même que je sache que j'en aurais besoin. J'aimerais continuer à apprendre à vous connaître aussi, ai-je dit doucement. Le visage entier de Thomas s'est illuminé. Oui. Mais doucement. Pas de précipitation, pas d'attente. Doucement, c'est bien. Doucement, c'est parfait. On est resté assis dans un silence confortable, regardant la neige tomber dans la lumière du réverbère. Quelque part dans la ville, des cloches d'église ont commencé à sonner. Minuit. Thomas s'est levé et m'a offert sa main. « Venez, rentrons avant que vous ne geliez. » J'ai pris sa main, chaude malgré le froid, stable et forte, et je l'ai laissé me ramener à l'hôtel. À ma porte, il a serré mes doigts doucement et a dit bonne nuit. Pas de baiser, pas de drame, juste la promesse de plus de lendemain. Dans ma chambre, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai appelé Nadine. « Comment va Budapest ?» a-t-elle demandé. « Je suis à Vienne maintenant. » « Et Nadine, je crois que je suis en train de tomber pour quelqu'un. » Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Raconte-moi tout. » Je lui ai parlé de Thomas, de la lettre de Robert, de l'ouverture lente et hésitante de mon cœur. « Charlotte Hayes, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Tu as pris un avion pour l'Europe, gelé un fonds fiduciaire, confronté ton fils, et trouvé l'amour, tout en une semaine. Je suis tellement fière de toi que je pourrais exploser. Ce n'est pas encore l'amour. C'est juste de la possibilité. Ma chérie, parfois la possibilité est mieux que la certitude. Ça veut dire qu'on peut la choisir chaque jour. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes emails. Parmi les spams et les confirmations de voyage se trouvait un message de Diane. Objet. Je suis désolée. Ma main a survolé le bouton supprimer. Puis je l'ai ouvert. Charlotte, je ne sais pas si tu vas lire ça. Je ne t'en voudrais pas si tu le supprimais sans regarder. Mais j'ai besoin de dire ça même si tu ne réponds jamais. J'ai menti à propos de Noël. Je t'ai dit de rester à la maison parce que j'avais peur. Peur que si tu venais chez ma mère, tout le monde verrait ce que je savais déjà.
que tu es une meilleure personne que moi. Plus gentille, plus gracieuse, plus tout. Ma mère me compare à toi depuis le jour où Michel m'a ramenée pour te rencontrer. Charlotte est si élégante, Charlotte a la main tellement verte. Charlotte a élevé Michel pour qu'il soit si responsable. Chaque compliment pour toi semblait être une critique contre moi. Je sais que ce n'est pas ta faute. Je sais que tu n'as jamais demandé à être mise sur un piédestal. Mais je n'arrivais pas à séparer la voix de ma mère de la réalité. Chaque fois que tu apportais une tarte parfaite ou racontais une histoire qui faisait rire tout le monde ou proposais de garder les enfants pour que je puisse avoir du temps pour moi, j'entendais la voix de ma mère dire « Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. » Alors je t'ai repoussé. Je me suis dit que je protégeais mon mariage, ma famille, ma santé mentale, mais en réalité, je protégeais mon ego. Je ne supportais pas de me sentir petite, alors j'ai essayé de te rendre plus petite. Michel m'a dit ce qu'il a fait avec l'argent du fonds. Je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal. Je pensais qu'on utilisait juste de l'argent familial qui appartenait en partie à Michel. De toute façon, je ne savais pas qu'il avait perdu près d'un demi-million d'euros. Je ne savais pas qu'on était sur le point de perdre la maison. Je ne te demande pas de dégeler le fonds. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je vois ce que j'ai fait, et j'ai honte. J'ai dit à Amélie et Théo que mamie Charlotte est partie en aventure pour finir la liste de voyage de Papy Robert. Théo a demandé si tu allais revenir. J'ai dit oui. Il a demandé si tu l'aimerais encore, même si j'avais été méchante avec toi. Je lui ai dit oui parce que quoi qu'il soit vrai d'autre, je sais ça de toi. Tu aimes ces enfants complètement. Je vais faire mieux. Je vais chercher de l'aide, une thérapie probablement. Je vais arrêter de me battre contre toi dans ma tête. Je vais faire comprendre à ma mère que ces comparaisons me font du mal. Et quand tu reviendras, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on s'assoie et qu'on parle. Vraiment parler. Pas moi faisant des excuses, mais moi écoutant ce que ça faisait d'être exclu et calomnié. Je suis désolée, Charlotte. Je suis tellement désolée. Diane, je l'ai lu 3 fois. Ce n'était pas parfait. Des parties étaient encore défensives, encore concentrées sur ses sentiments plutôt que ma douleur. Mais c'était honnête, brut, réel. Et c'était un début. J'ai tapé une réponse. Diane, j'ai lu ton email. Merci d'être honnête. Tu as raison que je n'ai jamais demandé à être comparée à qui que ce soit. Et tu as raison que le comportement de ta mère n'était pas ma faute. Mais je suis désolée de ne pas avoir vu comment ces comparaisons te faisaient du mal. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. Quand je rentre, on parlera. Nous tous, toi, Michel, et probablement un thérapeute, parce que cette famille est cassée, et il va falloir qu'on s'y mette tous pour la réparer. Embrasse Amélie et Théo pour moi. Dis-leur que mamie rentre bientôt et qu'elle a des histoires de châteaux et de marchés de Noël et de trajets en train dans la neige. On va arranger ça, Diane. Pas aujourd'hui, mais avec le temps. Charlotte. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question. Puis j'ai éteint mon téléphone, me suis préparée pour me coucher et me suis endormie en regardant la neige tomber sur Vienne. Notre dernier arrêt était Salzbourg, un joyau de ville niché dans les Alpes autrichiennes. Lieu de naissance de Mozart, décor de la mélodie du bonheur. Le genre de ville qui ressemblait au beau rêve de quelqu'un sur ce qu'une ville devrait être. On a visité les jardins Mirabel, où les enfants Fontrappe dansaient autour de la fontaine en chantant « Do Ré Mi ». Les jardins étaient couverts de neige, mais on pouvait encore voir l'aménagement formel, les statues baroques, la vue sur la forteresse Hohensalzburg s'élevant au-dessus de la ville. Thomas marchait à côté de moi, assez près pour que nos épaules se touchent occasionnellement. Robert et moi regardions « La mélodie du bonheur chaque Noël », ai-je dit. Il chantait Edelweiss complètement faux. Ça rendait Michel fou quand il était adolescent. Les parents embarrassants sont un rite de passage. Vous êtes un parent embarrassant. Oh, absolument. Rebecca s'est cachée une fois dans les toilettes d'un restaurant parce que je parlais trop fort de procédures chirurgicales au dîner. J'ai ri. C'est assez grave. J'expliquais l'anatomie du cœur. C'était fascinant. Elle ne trouvait pas.
On a trouvé un banc donnant sur la fontaine et on s'est assis. Marie nous avait donné du temps libre pour explorer, et le reste du groupe s'était dispersé, certains vers la maison natale de Mozart, d'autres vers le marché de Noël, d'autres errant simplement. Charlotte, a dit Thomas. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre? Que voulez-vous dire? Je veux dire, on a vécu dans cette bulle. L'Europe, les marchés de Noël, pas de vraie vie qui s'immisce. Mais dans 3 jours, on reprend l'avion pour la France. Tu retournes en Alsace. Je retourne en Bretagne. La vraie vie recommence. Mon estomac s'est noué. Je ne sais pas. J'aimerais continuer à te voir, si tu es ouverte à ça. La Bretagne et l'Alsace ne sont pas si loin. 3 heures, peut-être. Thomas, je dois gérer ma famille, le fonds, les finances de Michel, reconstruire ma relation avec Diane et les enfants. Ça va être désordonné et dur, et prendre toute mon énergie. Je sais. Et tu mérites quelqu'un qui peut te donner toute son attention. Quelqu'un qui ne porte pas autant de bagages. Thomas a pris ma main. Charlotte, j'ai 70 ans. J'ai regardé ma femme m'oublier. J'ai passé 2 ans comme veuf à apprendre à cuisiner pour un et dormir dans un lit vide et faire la conversation avec des gens qui n'étaient pas Marguerite. Tu crois que je n'ai pas de bagages? C'est différent. Ce n'est pas différent. Ce sont juste des bagages différents. Il a serré mes doigts. Je ne te demande pas de m'épouser demain. Je ne te demande même pas de m'appeler ton petit ami. Je demande juste si je peux t'appeler parfois. T'emmener dîner quand tu es libre. Peut-être faire un autre voyage un jour. Je l'ai regardé, cet homme gentil, patient, qui avait d'une façon ou d'une autre marché de nouveau dans ma vie, portant la bénédiction de mon mari. D'accord, ai-je dit. Oui. Voyons ce qui se passe. Son visage entier s'est adouci de soulagement. Oui, oui. Il m'a attiré contre lui et j'ai laissé ma tête reposer sur son épaule. On est resté comme ça longtemps, regardant la neige tomber sur Salzbourg, tandis que les touristes posaient pour des photos et que les enfants lançaient des boules de neige et que la vie continuait sa marche désordonnée et belle. Ce soir-là, notre groupe de touristes a eu un dîner d'adieu dans un restaurant avec vue sur la forteresse. Marie s'est levée pour faire un discours sur quel plaisir on avait tous été. Comment elle espérait qu'on porterait Prague et Budapest et Vienne et Salzbourg dans nos cœurs pour toujours. Aux nouveaux amis, a-t-elle dit, levant son verre. Et au courage qu'il faut pour voyager, surtout seul. La table a éclaté en tintements de verre et en rires. Après le dîner, Thomas m'a raccompagné à mon hôtel. À la porte, il a hésité. « Je peux t'embrasser pour te souhaiter bonne nuit. » Mon cœur a battu fort. Oui. Il s'est penché lentement, me donnant tout le temps de changer d'avis. Puis ses lèvres ont touché les miennes, douces, gentilles, hésitantes. Pas le baiser passionné du jeune amour, mais quelque chose de plus doux, de plus réel. Quand il s'est reculé, il a souri. Je voulais faire ça depuis Prague. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je ne voulais pas te brusquer. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais juste un veuf solitaire cherchant une femme de remplacement. Et qu'est-ce que tu es? Je suis un homme qui te trouve extraordinaire et qui veut voir où ça mène. Je l'ai embrassé encore, plus longtemps cette fois, me laissant le ressentir pleinement. La peur, la joie, la culpabilité, l'espoir, tout emmêlé dans ma poitrine comme un nœud qui se défaisait lentement. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Charlotte. Le vol de retour semblait différent de l'aller. Je revenais au même endroit, mais je n'étais pas la même personne. Thomas était assis à côté de moi, lisant une revue médicale. De temps en temps, il levait les yeux et souriait. Et je sentais un frémissement de quelque chose que j'avais cru mort. Nadine m'a récupérée à l'aéroport, criant dès qu'elle m'a vue. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit en me serrant fort. « Tu as l'air plus légère. » Je me sens plus légère. Dans la voiture, je lui ai tout raconté. La confession de Michel. Les excuses de Diane. Le baiser de Thomas. « Charlotte Hayes !» a-t-elle pratiquement crié. « Tu as eu une romance européenne. » Ce n'est pas une romance. C'est juste de la possibilité. C'est pareil. Elle a souri. Alors, et maintenant? Quand est-ce que je le rencontre? Bientôt.
Mais d'abord, je dois gérer ma famille. J'avais organisé une réunion de famille pour le lendemain de mon retour. Michel, Diane, Trish et moi. 16h30 chez moi. Ils sont arrivés ensemble, tous les trois, l'air nerveux. Trish avait apporté des gâteaux, qu'elle a posés sur mon comptoir de cuisine comme une offrande de paix. On s'est assis autour de ma table de salle à manger, la même table où j'avais accueilli d'innombrables dîners de famille, anniversaires, fêtes. La table que Robert avait construite de ses propres mains il y a 40 ans. « Merci d'être venu », ai-je dit. « Maman », a commencé Michel, mais j'ai levé la main. « Laissez-moi parler d'abord. » Ils ont tous hoché la tête. J'ai pris une respiration. Il y a 2 semaines, j'ai été exclue de Noël. On a menti sur moi. On a assassiné mon caractère à une fête où je n'étais pas invitée. Et quand j'ai gelé le fonds fiduciaire familial pour protéger ce que mon mari avait construit, on m'a traitée d'égoïste, de cruelle et de manipulatrice. Diane a tressailli. Trish a regardé ses genoux. Mais voilà ce que j'ai appris en Europe. J'ai appris que j'ai passé les 3 dernières années, peut-être plus, à me faire toute petite pour garder la paix. J'ai laissé Diane prendre le mérite de tarte que j'avais faite. Je me suis tue quand Trish me comparait à d'autres personnes, juste devant moi. J'ai fait semblant de ne pas remarquer quand Michel évitait mes appels ou quand les enfants n'étaient soudainement plus disponibles pour les visites. J'ai fait tout ça parce que je ne voulais pas être la belle-mère difficile, la grand-mère collante, la veuve en deuil qui n'arrivait pas à lâcher prise. Mais en essayant de ne pas être ces choses, je suis devenue invisible. Et vous vous êtes tous tellement habitués à ce que je sois invisible que vous avez oublié que j'étais encore là. Les yeux de Michel se sont remplis de larmes. Maman, je suis tellement désolée. Je sais. Et je te pardonne. Mais le pardon ne veut pas dire qu'on revient à comment les choses étaient. Ça veut dire qu'on construit quelque chose de nouveau. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé. J'ai parlé à un conseiller financier. Voilà ce qui va se passer avec le fonds. J'ai fait glisser des papiers sur la table. Le fonds va être restructuré. Michel et Diane recevront une allocation mensuelle pour les essentiels, le prêt, les charges, la nourriture, l'assurance. Plus de retraits forfaitaires sans mon approbation et l'approbation d'un fiduciaire tiers. Diane a hoché la tête. C'est juste. L'argent de la rénovation est parti. Vous vivrez dans votre maison à moitié finie jusqu'à ce que vous puissiez économiser pour la terminer correctement. Plus d'emprunt sur votre avenir. Michel a dégluti difficilement. Compris. Et on va tous faire une thérapie familiale. Moi, Michel, Diane. 1 fois par mois pendant au moins 6 mois. Cette famille est cassée et on va la réparer correctement. Trish a parlé pour la première fois. Charlotte, je te dois des excuses. De vraies excuses. Je l'ai regardée. J'ai passé toute la vie de ma fille à la comparer à d'autres personnes. À ma sœur, aux voisines, à toi. Je me disais que je la motivais, que je la poussais à être meilleure. Mais en fait, je transmettais juste mes propres insécurités. Sa voix s'est brisée. Ma mère me faisait la même chose. Et j'avais juré que je serais différente. Mais je ne l'ai pas été. Trish, non, laisse-moi finir. J'ai fait en sorte que Diane se sente obligée de se battre pour mon amour. Et quand elle a épousé Michel et que tu étais si gentille et accomplie, je t'ai utilisé comme un autre bâton pour la battre. Je ne l'ai pas fait consciemment, mais je l'ai fait. Elle a regardé Diane. Je suis tellement désolée, ma chérie. Diane pleurait ouvertement maintenant. Maman, j'ai besoin que tu arrêtes. J'ai besoin que tu me vois pour qui je suis, pas qui tu voudrais que je sois. Je te vois, et je suis tellement fière de qui tu es. Et je vais faire mieux. Je te le promets. Mère et fille ont tendu la main à travers la table, joignant leurs mains. Je les ai regardées, sentant ma propre gorge se serrer. Diane, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais voulu être en compétition avec toi. Je voulais juste faire partie de la famille de mon fils. Je sais ça maintenant. Et Charlotte, je veux réessayer. Je veux qu'on soit vraiment une famille, pas juste des gens qui se tolèrent. J'aimerais ça. On a parlé pendant encore 2 heures,
réglant les détails, fixant les limites, faisant des plans. À la fin, rien n'était réparé, mais tout semblait possible. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Michel m'a serré fort. « Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Je suis ta mère. Abandonner n'est pas une option. » Un an plus tard, réveillon de Noël. Ma maison est de nouveau pleine. Michel, Diane, Amélie, Théo, Nadine et son mari Bernard, et Thomas, qui est descendu de Bretagne hier et a passé la nuit dans ma chambre d'amis. On prend les choses doucement, mais on les prend au sérieux. Diane et moi avons cuisiné ensemble, vraiment ensemble cette fois. Pas de compétition, pas de comparaison. Elle a fait la casserole de patates douces de sa mère. J'ai fait la tarte aux noix de pécan préférée de Robert. Les deux étaient délicieuses. Trish est là aussi, mais elle est différente, plus douce. Elle complimente Diane sincèrement. Cette casserole est parfaite, ma chérie, sans ajouter de réserve. Et quand elle me dit que la tarte est délicieuse, je dis merci sans détourner. Du progrès. Après le dîner, je me lève pour porter un toast. Il y a un an, ai-je dit, j'ai passé Noël seule. C'était la nuit la plus dure de ma vie. Mais c'était aussi la nuit où j'ai commencé à me retrouver. Je regarde autour de la pièce ma famille. Compliquée, imparfaite, bien-aimée. Cette année, je ne suis pas seule. Mais je sais maintenant que je pourrais être seule et quand même aller bien. C'est ça la différence. Je n'ai pas besoin de vous pour être entière. Je vous veux parce que je suis déjà entière. Michel lève son verre, les yeux brillants. À maman, pour nous avoir appris que l'amour signifie lâcher prise et s'accrocher en même temps. On trinque, on mange le dessert. On regarde Amélie et Théo jouer une pièce de Noël qu'ils ont écrite eux-mêmes. Elle implique des dinosaures et n'a absolument aucun sens. Plus tard, Thomas et moi nous tenons sous le porche, regardant la neige tomber. « Heureuse ?» demande-t-il. « Très. » Par la fenêtre, je peux voir ma famille. Michel aidant Diane avec la vaisselle. Trish jouant aux cartes avec les enfants. Nadine remplissant les verres de vin. Ce n'est pas parfait. On a encore des jours difficiles, des séances de thérapie où les vieilles blessures se rouvrent. Des moments où l'insécurité de Diane refait surface, où la honte de Michel réapparaît, où je ressens la douleur vive de l'absence de Robert. Mais on essaye vraiment. Et c'est assez. Thomas prend ma main. Où devrait-on aller l'année prochaine? Je sors le carnet de Robert, maintenant rempli de nouvelles entrées de mon écriture. On a encore 38 endroits sur sa liste. Alors commençons à planifier. Je m'appuie contre lui, regardant la neige transformer mon jardin alsacien en quelque chose de magique. La boussole est autour du cou d'Amélie. Je la lui ai donnée pour Noël. Elle a promis d'en prendre soin, de la transmettre un jour à quelqu'un qui en a besoin. Le cycle continue. L'amour, la perte, la guérison, l'espoir. Et quelque part, j'aime à penser que Robert sourit. Pas parce que je suis passée à autre chose, mais parce que j'ai avancé, portant sa mémoire, oui, mais sans être emprisonnée par elle. Le foyer n'est pas un endroit, j'ai appris. Ce n'est même pas des gens. C'est la bienveillance qu'on choisit de construire où qu'on soit, avec qui que ce soit, qui veut bien la construire avec nous. Et je suis enfin chez moi. Amélie court vers moi, ses joues rouges du froid, ses yeux brillants. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. » Elle ouvre sa petite main gantée et me montre un gland parfait, brillant et brun comme du chocolat. Je me penche pour l'examiner avec tout le sérieux qu'elle mérite. « C'est magnifique, ma chérie. »« Qu'est-ce que tu vas en faire? » ?»« Je vais le planter, comme Papy Robert plantait des choses. » Elle me regarde avec ses grands yeux qui ressemblent tellement à ceux de Michel quand il était petit. « Tu crois qu'il deviendra un grand arbre? » Je crois que si tu en prends soin, si tu lui donnes de l'eau et du soleil et de la patience, il pourrait devenir quelque chose de magnifique. Elle hoche la tête gravement, comme si je venais de lui confier le secret de l'univers. Puis elle court vers Théo pour lui montrer son trésor, et je la regarde partir, cette petite fille qui porte la boussole de son grand-père et qui croit encore que les glands peuvent devenir des forêts. Thomas me rejoint, glissant son bras autour de mes épaules. « Elle te ressemble, dit-il. »
Elle a ta façon de voir la beauté dans les petites choses. Je secoue la tête. Elle ressemble à Robert. Il aurait passé 1 heure avec elle à parler de ce gland, à lui expliquer comment les chênes poussent, à lui promettre de l'aider à creuser le trou parfait pour le planter. Thomas embrasse ma tempe doucement. Alors, elle a de la chance d'avoir eu un grand-père comme lui, et une grand-mère comme toi pour continuer à lui raconter ses histoires. Je sens les larmes me piquer les yeux, mais ce sont des larmes différentes maintenant. Pas le chagrin acéré des premiers mois après la mort de Robert. Quelque chose de plus doux, de plus rond. La tendresse qu'on ressent quand on se souvient de quelqu'un qu'on a aimé profondément et qu'on sait qu'on portera cet amour pour toujours, même en avançant vers de nouveaux chapitres. Plus tard ce soir-là, quand tout le monde est parti et que la maison est redevenue silencieuse, je m'assieds dans le fauteuil de Robert, près de la fenêtre. Thomas est monté se coucher, me laissant ce moment seul avec mes pensées. La neige continue de tomber dehors, épaisse et tranquille, transformant le jardin en quelque chose d'un autre monde. Je sors le carnet de Robert de la table d'appoint et l'ouvre à une page vierge. Pendant 1 an, j'ai juste lu ces mots. Ce soir, pour la première fois, j'écris les miens. Mon cher Robert, ai-je commencé, c'est notre 2e Noël sans toi. Et cette année, tout est différent. La maison était pleine ce soir. Michel et Diane sont venus avec les enfants. Ta cousine triche aussi, et tu ne vas pas le croire, mais elle et moi avons fait la paix. Il y avait aussi quelqu'un d'autre. Tu te souviens de Tom Girard, l'homme que tu as sauvé de l'incendie sur le Foch. Il est revenu dans ma vie d'une façon que tu avais apparemment prévue. J'ai trouvé ta lettre, celle que tu lui as écrite avant de mourir. Comment as-tu su? Comment savais-tu que j'aurais besoin de cette permission, de ces mots? Tom est gentil, Robert, patient et doux, et il me voit d'une façon que personne ne m'a vu depuis toi. Je ne sais pas encore ce qu'on est en train de construire, mais je sais que ça ne diminue pas ce qu'on a eu. Tu avais raison, le bonheur n'est pas une trahison. Amélie porte ta boussole maintenant. Elle l'a mise autour de son cou, au moment où je la lui ai donnée, et n'a pas voulu l'enlever, même pour dormir. Elle dit qu'elle peut sentir Papy Robert quand elle la touche. Peut-être qu'elle peut. Les enfants voient des choses que les adultes ont oublié comment voir. Je ferme le carnet et le serre contre ma poitrine. Dehors, la neige tombe toujours, silencieuse et éternelle, recouvrant le monde d'une couche de blanc pur. Je pense à tous les Noëls qu'on a passés ensemble, Robert et moi. Les premiers dans notre petit appartement à Paris, avant Michel, quand on était jeunes et amoureux, et certains que la vie ne nous réserverait que des merveilles. Les Noëls avec un bébé, puis un petit garçon, puis un adolescent grincheux qui finissait quand même par sourire devant ses cadeaux. Les Noëls tranquilles après que Michel soit parti, quand c'était juste nous deux et qu'on redécouvrait la joie d'être ensemble sans les responsabilités de parents. Et puis les Noëls sans lui. Le premier, dévastateur, où j'avais à peine réussi à décorer un sapin. Le deuxième, un peu moins douloureux, mais toujours marqué par son absence. Et celui de l'année dernière, quand Diane m'a envoyé ce message et que tout a changé. Je ne savais pas, cette nuit-là, que l'exclusion serait le début de ma renaissance. Que le rejet me pousserait à faire quelque chose que je n'aurais jamais eu le courage de faire autrement. Que geler ce compte serait le premier acte d'une femme qui reprenait sa vie en main après des années passées à la donner aux autres. Voilà, l'histoire de comment j'ai gelé un fonds fiduciaire, pris un avion pour l'Europe et me suis retrouvée. Comment ma famille s'est effondrée et s'est reconstruite. Comment le deuil est devenu une porte au lieu d'une prison. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous gelé le compte? Auriez-vous fait le voyage? Auriez-vous donné une chance à Thomas? Commentez ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, il y en a 2 autres sur ma chaîne que les spectateurs adorent. On se voit dans la prochaine? Souvenez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous choisir vous-même. Vous n'êtes jamais trop tard pour recommencer. Et le bonheur n'est pas une trahison. C'est la meilleure façon d'honorer les gens qu'on a aimés et perdus. C'est Charlotte Hayes qui vous dit au revoir depuis l'Alsace. Restez bienveillants, restez courageux
Et ne vous faites jamais tout petit pour des gens qui devraient vous faire de la place.